On dit souvent que l'affaire Grégory est unique en son genre. Si je ne devais retenir qu'une seule raison qui distingue cette affaire de toutes les autres, c'est la quantité pléthorique d'éléments d'enquête disponibles qui auraient dû simplifier le travail des enquêteurs, mais qui, au contraire, les a perdus dans les méandres d'un labyrinthe dont nous ne sommes toujours pas sortis 40 ans plus tard. L'affaire commence par le harcèlement de la famille Villemain et d'autres familles de la vallée et de la Vologne. Les familles sont victimes d'un groupe de corbeaux, parmi eux une femme et un homme à la voix rauque. Pendant 2 ans, les victimes reçoivent des lettres ou des appels téléphoniques d'insultes, des menaces, qui plongent la famille dans un climat de suspicion et de peur. La terreur atteint son paroxysme lorsque l'homme à la voix rauque menace de s'en prendre au fils de Jean-Marie Villemain en projetant de le jeter dans la rivière de la Vologne. La famille Villemain avait fini par porter plainte à la gendarmerie et après quelques mois, l'affaire avait semblé en rester là, comme si l'intervention des gendarmes avait inquiété les harceleurs. Mais, 1 an plus tard, alors que la famille Villemain avait repris une vie normale, l'enlèvement et le crime odieux du fils de 4 ans de Jean-Marie Villemain, le petit Grégory, frappaient cruellement la famille Villemain le 16 octobre 1984. L'horreur résonnait alors dans toute la France, attirant une meute de journalistes lancés, avec la gendarmerie, à la poursuite des monstres tueurs d'enfants. L'affaire devait être vite réglée, car des lettres anonymes avaient été conservées, des enregistrements téléphoniques des harceleurs avaient été réalisés par la famille, l'enlèvement s'était produit en fin de journée avec plusieurs témoins à proximité. Par ailleurs, les harceleurs connaissaient très bien des informations privées ou même secrètes sur la famille Villemain. Ils ne pouvaient être que des proches ou même eux-mêmes des membres de la famille. On savait qu'ils observaient également les grands-parents du petit Grégory au village de Montjezet, ce qui montrait également une proximité de voisinage. La France entière suivait les premiers pas de l'enquête au journal de 20 heures, et celle-ci semblait avancer rapidement. Les premiers portraits robots circulaient, l'existence des corbeaux était mise à jour, des premiers témoins ou suspects étaient interrogés et livrés en peinture à la presse, qui commençait à égrener les premiers personnages d'un espèce de grand jeu de Cluedo. Le tableau du fait divers était complété par le décor d'une vallée ouvrière des Vosges, minée par le déclin industriel de la fin des années 70, et que les médias dépeignaient de manière lugubre, pour mieux coller à l'ambiance sordide de l'enlèvement d'un enfant. Entre une photo du mignon petit Grégory et un reportage sur la détresse des parents, la télévision nous présentait les journalistes, caméra au point, en vidéo embarquée, suivant les gendarmes sur les routes sinueuses des Vosges, avec une frénésie tenant en haleine le public français, qui s'attendait d'un jour à l'autre à ce qu'on lui présente le corbeau. L'attente du public ne fut pas trahie, puisque moins d'1 mois après le crime, on lui présenta le ou les monstres. Mais des monstres pour le moins inattendus, qui avaient pris l'aspect d'un ouvrier rondouillard à l'allure débonnaire, Bernard Laroche, et de sa belle-sœur, une jeune fille timide appelée Muriel. Le scénario officiel de l'enlèvement voyait le jour, il était peu banal. Bernard Laroche, l'ouvrier, était allé récupérer sa belle-sœur au collège de Bruyères à 17h, et avait foncé vers l'Épange pour rejoindre le pavillon de Jean-Marie et Christine Villemain, où il avait trouvé l'enfant en train de jouer quelques minutes dehors sur son tas de gravier devant la maison, autour de 17h10, 17h15. En quelques minutes, sur une route sur laquelle plusieurs témoins allaient et venaient à pied, il avait pu faire monter l'enfant à la douce avant de repartir. Il était passé devant la poste de l'Épange pour déposer une lettre de revendication avant de rouler encore plusieurs kilomètres en longeant la Vologne jusque vers le village de Docelles. Là-bas, après avoir laissé quelques minutes Muriel attendre dans la voiture, il était disparu avec l'enfant avant de revenir à sa voiture un peu plus tard. Plusieurs années après le drame, les gendarmes affirment aujourd'hui que Laroche n'a pas tué lui-même l'enfant à cause des chronos, mais qu'il a agi pour le compte des corbeaux qui seraient des grands-oncles de l'enfant, qui auraient récupéré l'enfant puis l'auraient assassiné avant de l'attacher à l'aide de cordes
et de le jeter dans la Vologne entre 17h30 et 17h45. 40 ans plus tard, l'affaire n'est pas résolue, mais cette thèse officielle impliquant Bernard Laroche, Muriel Boll, Marcel Jacob et Jacqueline Jacob est toujours la thèse défendue par les autorités, bien que celle-ci est pour moi lacunaire. Le mobile de la jalousie paraît excessif par rapport aux relations qu'entretenait le couple Villemain avec leurs cousins et leurs oncles. Le profil des personnes incriminées n'est pas vraiment celui d'assassins d'enfants en puissance. Beaucoup de questions sont sans réponse. Entre autres, comment Bernard Laroche et sa voiture n'ont pas été vus par M. Méline, le voisin en train de balayer le carrefour aux horaires d'arrivée possibles de Bernard Laroche. Comment Bernard peut se synchroniser avec Marcel et Jacqueline, eux-mêmes au travail à ces horaires? Et que se passe-t-il avec ce plan d'enlèvement si l'enfant ne sort pas sur son tas de gravier? Où est Muriel après le crime? Comment rentre-t-elle chez elle, sachant que Bernard est vu seul avec son fils après l'horaire du crime? Les enquêteurs, journalistes ou autres amateurs dont je fais partie et qui s'intéressent à l'affaire butent tous sur le même écueil. À force de travail et de réflexion, on arrive à élaborer des scénarios plausibles sur certaines parties de l'affaire, mais assez systématiquement, on échoue à expliquer d'autres parties de l'affaire. Quand on s'aventure sur le terrain de la piste familiale et l'observation à Aumonzey, les emplois du temps ou les chronos ne fonctionnent pas, et on est obligé de rajouter des complices, rendant la coordination du crime très difficile en aussi peu de temps. Lorsqu'on suit la piste du travail d'Otto Coussin, on comprend mal les attaques sur le passé d'Albert Villemain. Ou encore, lorsque l'on poursuit la thèse d'un corbeau qui sévit dans la vallée, on s'étonne d'un passage à l'acte aussi violent et aussi risqué qui correspond assez mal au profil psychologique habituel des corbeaux. On pourrait probablement compléter cette liste par d'autres exemples, mais tout comme les physiciens n'arrivent pas à concilier théorie quantique et théorie générale de la relativité, il semble presque impossible d'emboîter tous les éléments de l'affaire en une théorie du tout cohérente. Je ne parlerai pas de l'après 16 octobre, qui est presque une autre affaire. Une affaire à la fois manipulée et sabotée par les enquêteurs, par les avocats ou par la presse, tous en quête désespérée d'un coupable ou d'un blanchiment. L'enquête a aussi été polluée par des corbeaux copycats ou d'autres personnages cherchant à faire parler d'eux et influençant l'affaire de manière plus que douteuse. Une solution radicale que les autorités et que la plupart des enquêteurs ou journalistes qui se sont penchés sur l'affaire ont finalement choisi pour sortir de l'ornière est de faire l'impasse sur des pans entiers des éléments du dossier. Dans l'affaire Grégory, plus besoin de mobile du crime, la vue d'un canapé en cuir est suffisante pour transformer un membre d'une même famille n'ayant aucun antécédent judiciaire en tueur d'enfants. Dans l'affaire Grégory, le criminel accompagné de son fils de 4 ans, après avoir récupéré sa jeune belle-sœur au collège, va enlever un enfant en leur compagnie dans une fenêtre temporelle imprévisible de 10 à 15 minutes, alors que le collège se situe à 7 km des lieux de l'enlèvement. Et tout ça pour se donner rendez-vous dans la foulée avec des complices dans un 3e lieu, et tout ça bien sûr sans téléphone mobile. Dans l'affaire Grégory, au mépris des statistiques, on arrive à penser que le corbeau qui a menacé d'enlever le petit Grégory dans un appel téléphonique ne serait pas le coupable. Il aurait été doublé par un autre corbeau, usurpateur, encore plus machiavélique que le premier. La thèse que je vais vous présenter dans mes vidéos essaie de répondre à l'affaire dans sa globalité. Dit comme ça, la démarche peut sembler présomptueuse. Comprenez qu'il s'agit d'une volonté ou d'un besoin de ma part d'aller au bout de mes idées dans une attitude sans compromis. Pour arriver à ce résultat, j'ai dû faire des hypothèses, des choix qui m'ont mené très certainement vers des fausses routes et une solution erronée. Mais je dirais que dans cette démarche, l'important est plus le chemin que la destination et la proposition d'une autre méthode pour résoudre l'affaire. Le but n'est donc pas d'essayer d'étayer et de faire coïncider tous les faits au mobile précisément, mais plutôt d'essayer de proposer un schéma donnant un panorama exhaustif de l'affaire, même si ce panorama ne peut être que nébuleux avec des contours mal définis.
Il s'agit ici d'observer les différents aspects de l'affaire en même temps, comme on observe un triptyque, en cherchant le sens dans la relation entre les tableaux et pas seulement sur les détails d'un tableau en particulier. Cette thèse devrait être familière pour beaucoup de gens qui s'intéressent à l'affaire, car elle ne fait que mettre en valeur les personnages principaux qui ont été entendus par de nombreux témoins lors d'appels téléphoniques. Mais dans cette thèse, le but n'est pas de mettre un visage sur ces ombres chinoises, mais plutôt d'étudier et d'essayer d'imaginer leurs évolutions et leurs interactions dans le temps et le moteur qui les anime. Les effets ne pouvant pas être moins symétriques que les causes, la thèse proposée est multipolaire, avec plusieurs protagonistes qui ont contribué volontairement ou à leur corps défendant à la dynamique des événements qui ont conduit au crime du petit Grégory. De mon point de vue, il ne s'agit pourtant pas d'un complot d'une famille ou d'un groupe de personnes contre les Villemain, car cela aurait pris, je pense, une tournure beaucoup plus simple et directe. Même si on observe ponctuellement des attaques organisées et concertées dans le temps, y compris l'enlèvement de Grégory lui-même, les différents épisodes de harcèlement de la vallée ont un aspect extrêmement chaotique qui ne correspond pas au déroulement d'un plan parfaitement organisé, mais plus à un parcours de boules de flipper qui s'entrechoquent. Les différents protagonismes du corbotage semblent mus par des motivations ou des rythmes différents, même lorsqu'ils collaborent. Et la façon d'agir de chacun va alimenter les actions de leurs victimes ou de leurs oppresseurs et faire rebondir le harcèlement de semaine en semaine. Dans cette thèse du triptyque, 3 dynamiques se dégagent, menées par des personnages que les gens qui suivent cette affaire connaissent bien. La première dynamique est autour de l'homme à la voix rauque, plutôt peut-être de 2 hommes à la voix rauque, jamais identifiés. Le premier homme à la voix rauque semble être plus âgé et ne semble pas forcément masquer ou transformer sa voix. Le second emprunte le même discours que le premier corbeau et partage les mêmes secrets. Il semble transformer sa voix de manière à ressembler au premier corbeau, mais son timbre de voix pourrait être celui d'une personne plus jeune. La deuxième dynamique est autour d'un corbeau femme, elle aussi jamais identifiée, et qui semble en retrait dans l'affaire, mais qui collabore avec le premier homme à la voix rauque à de nombreuses reprises pour harceler les Villemain. La troisième dynamique est autour d'un personnage que nous connaissons tous, Jean-Marie Villemain, le père du petit Grégory, qui par sa volonté farouche de répondre aux attaques du corbeau, par ses initiatives parfois agressives, par sa capacité même à prendre le dessus lors de ses conversations avec l'homme à la voix rauque, a sans doute contribué à alimenter le brasier de la haine envers lui et sa famille. Mettre Jean-Marie Villemain, une des victimes, sur le même plan que ses bourreaux peut être mal interprété ou dérangeant. Il ne s'agit pourtant pas d'une quelconque tentative de culpabiliser les parents. L'attitude de Jean-Marie est compréhensible et colle à son caractère fort, à sa jeunesse. Son attitude détachée et imperméable aux attaques téléphoniques aurait pu tarir la source de plaisir du harceleur. Sa volonté de confondre le corbeau et de lui faire peur aurait pu et aurait dû inquiéter le corbeau et le faire reculer. Le gendarme Féru avait d'ailleurs encouragé les Villemain à émettre eux-mêmes des appels téléphoniques pour piéger le corbeau, même si ce conseil était pour le moins discutable de la part d'un membre des autorités. Cependant, l'homme à la voix rauque n'était pas un corbeau classique. Jean-Marie ne pouvait pas savoir qu'il avait affaire à un loup qui jouait au corbeau. On dit souvent que le harcèlement téléphonique était un sport national dans les Vosges dans les années 80. Devant la quantité d'appels recensés dans la vallée, à la fois dans l'affaire et en dehors, on est contraint de faire un tri à la hache des différents cas de corbotage. Cependant, on ne voit pas de raison particulière pour laquelle la population des Vosges soit plus prédisposée à harceler leurs voisins. De mon point de vue, le harcèlement téléphonique généralisé ne peut pas être seulement considéré comme un contexte de l'affaire ou de l'époque. Je crois que ce phénomène nous dit quelque chose et que c'est la manifestation même d'un corbeau originel dans la vallée,
dont l'action a fait boule de neige. La période était effectivement propice à ce déchaînement du harcèlement téléphonique, car le téléphone venait à peine d'être installé dans de nombreux domiciles, et c'était pour beaucoup comme un nouveau jouet. Pour démêler les fils du harcèlement téléphonique, je propose de séparer les corbeaux et les colibris. Les colibris ont plusieurs motivations. Parfois, il s'agissait juste d'un amusement, un nouveau passe-temps qu'offrait l'installation du téléphone, parfois peut-être un moyen d'embêter un voisin gênant ou un collègue de travail. Un autre type de colibri sont les personnes qui ont été harcelées et qui ont tenté de répondre ou de confondre leurs harceleurs, comme Monique et Albert tentant de joindre Roger Jacquel, ou comme Jean-Marie tentant maladroitement d'imiter la voix rauque en appelant Martial David. Je distingue les colibris des corbeaux suivant 3 critères principaux. D'abord, la capacité du corbeau à éveiller l'intérêt de sa victime. Alors que la victime d'un colibri va se débarrasser de son harceleur en raccrochant, le corbeau a la capacité de toucher des cordes sensibles de sa victime ou d'éveiller sa curiosité. Le corbeau se distingue aussi par sa détermination et son opiniâtreté à harceler une victime en particulier, en l'appelant à de multiples reprises, là où les colibris agissent par ennui, par amusement ou en réaction à un harcèlement de manière désordonnée et transitoire. La fréquence des appels est importante en elle-même car elle contribue à éveiller l'intérêt des victimes qui se demandent qui peut leur en vouloir à ce point pour dépenser autant d'énergie. Un autre point qui distingue les corbeaux des colibris est la technique de corbotage, parfois très élaborée, témoignant parfois d'une vraie préparation ou d'une vraie stratégie, et d'un crescendo dans les effets du harcèlement chez la victime, alors que finalement un colibri fait du surplace. Dans cette vidéo, je vais dans un premier temps poser les bases ou les hypothèses de ma démonstration. Nous allons reprendre la chronologie du corbotage telle qu'elle a été reportée du point de vue des familles Villemain, Jacquel ou Jacques jusqu'à la fin 84. Certaines informations de la chronologie ne sont probablement pas dans le bon ordre ou tout à fait exactes. On constate des divergences ou des contradictions dans les PV ou dans les ouvrages traitant de l'affaire. J'ai essayé de restituer les informations de la manière qui me semblait la plus logique lorsqu'il y avait un doute. Pour rappel, les membres de la famille Villemain sont les parents Albert Villemain et Monique Jacob, Jackie Villemain et sa femme Liane Jacquel, Michel Villemain et son épouse Ginette Lecomte, Jacqueline Villemain et son mari Bernard Noël, Jean-Marie Villemain et son épouse Christine Villemain, les parents du petit Grégory, Gilbert Villemain et Christine Jacques, et enfin le benjamin de la famille, Lionel Villemain. Ces membres de la famille Villemain seront tous, sans exception, victimes de harcèlement. Durant cette chronologie, je vais énumérer 50 informations secrètes ou privées exploitées par les corbeaux. Ces informations ne sont pas toutes de même nature. Certaines peuvent être glanées assez facilement en s'intéressant à la rumeur publique autour des Villemain, ou par observation de voisinage. D'autres sont de nature privée, familiale, voire de véritables secrets de famille. Enfin, certaines informations sont connues a priori par 1 ou 2 personnes tout au plus. Le harcèlement des Villemain débute en avril-mai 1981, au domicile d'Albert et Monique. Il s'agit d'appels anonymes silencieux, reçus par Monique vers 13h30 ou 19h30. Même si ces appels sont silencieux, on peut imaginer qu'ils ont été suffisamment fréquents pour éveiller l'inquiétude de Monique, qui va s'en ouvrir à son frère André Jacob. Curieusement, André Jacob va soupçonner un certain André Verdu d'être responsable du harcèlement, alors qu'il n'y a pas vraiment de relation évidente entre la famille Villemain et les Verdu. Même si André Jacob en est un jour venu aux mains avec le père Verdu pour une histoire de carte de pêche, on ne comprend pas bien au premier abord le rapport avec sa sœur et les raisons d'un tel harcèlement envers les Villemain.
même si André Jacob les avertit qu'André Verdu est un sournois, qu'il est noir, comme il dit. En creusant un peu plus la question, on peut trouver un lien possible expliquant le raisonnement d'André et Monique. Le lien pourrait être lié au passé d'Albert. La raison pour laquelle ils vont y penser était probablement liée à des faits récents datant de 6 mois qui avaient fait remonter à la surface ce passé. En 1980, la mère d'Albert, Jeanne Hollard, décède. Albert a très peu connu sa mère, qu'il a abandonnée alors qu'il était enfant. Avant sa mort, Albert a tout juste eu le temps de lui pardonner cet abandon. En 81, il est aussi possible que la jeune sœur d'Albert, Janine, ayant été, elle, élevée par sa mère, soit malade. Elle décédera le 1er juin 1981. L'idée des Villemain était probablement que le surgissement du passé d'Albert n'ait créé des tensions ou des contentieux, peut-être d'héritage, qui avaient fait penser à André, Albert et Monique que quelqu'un pouvait leur en vouloir à cause de ces décès récents dans la famille maternelle d'Albert. Mais parlons de ce passé trouble d'Albert. Au début du siècle dernier, la famille du grand-père d'Albert vit à Erpelmont, un village sur les hauteurs de la Vigne. Le grand-père d'Albert se nommait Emmanuel, et sa famille était surnommée les Manus. Ils avaient mauvaise réputation dans le village. On peut parler notamment de Henri, qui s'était distingué par des faits violents en 1936 en détruisant toutes les vitrines du bar Sonrel du village d'Erpelmont, après un refus de lui servir de l'alcool. Puis en 1937 en frappant une personne au bar Viry, toujours à Erpelmont. Albert est le fils de Gaston, marié à Jeanne Hollard. En 1932, Étienne, son petit frère, meurt sous les coups de sa mère. Celle-ci écope de 3 ans de prison, avant de revenir s'installer avec son mari. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle Gaston est enrôlé, fait prisonnier, puis libéré. Gaston revient à sa ferme en 1942, mais trouve sa ferme désertée et les bêtes vendues. Jeanne Hollard avait abandonné mari, enfant et ferme, et était parti avec un Alsacien en entrant ainsi également dans la collaboration. Probablement au désespoir, Gaston se donne la mort par pendaison la même année. Albert et Yvette, sa sœur, se retrouvent sans parents et sont récupérés un temps par leur oncle André Villemain dans une ferme retirée de la Neuveville avant d'être placés. André Villemain a eu plusieurs enfants, dont Marie-Louise Villemain, qui s'est mariée avec Paul-André Aubry. L'une de ses filles, Christiane, s'est mariée avec Pascal Verdu, le fils d'André Verdu. Ce lien de parenté explique pourquoi la famille Verdu, tenancière du café des ouvriers de Granges, compte parmi les rares personnes connaissant le passé d'Albert. Ce fait sera d'ailleurs confirmé par Albert lui-même sous procès-verbal. Par ailleurs, Monique confirmera également sous procès-verbal qu'elle confiait ses problèmes à Anne-Marie Aubry, la sœur de Christiane, travaillant elle au café Lénard, l'autre bar du centre de Granges, proche du bar des ouvriers, tenu par les Verdus. À cette époque, au début du corbotage, les faits de harcèlement connus ne sont pas si importants, seulement des appels silencieux. Mais pourtant, Albert et Monique vont s'en inquiéter et le prendre au sérieux. De mon point de vue, il doit y avoir des éléments de harcèlement qui nous manquent, ou pour peut-être de véritables raisons pour lesquelles les Villemain pourraient se reprocher quelque chose, et qui ferait qu'Albert et Monique, au lieu d'ignorer le harcèlement, au contraire semblent le prendre très au sérieux. Car on voit dès le début que Albert et Monique, avec l'aide d'André, vont réfléchir de manière approfondie sur le harcèlement et vont même déjà, semble-t-il, faire des hypothèses sur les motifs de celui-ci. Ici, en l'occurrence, peut-être le passé d'Albert. Le plus frappant est de voir qu'ils vont initier un mouvement, un motif qui va se reproduire plus tard. Ils vont penser aux mobiles et origines du corbotage avant même que le corbeau ne l'utilise ou ne le revendique dans ses appels. On peut comprendre donc que les Villemain ont une bonne intuition et anticipent les raisons du harcèlement. Mais on peut aussi le comprendre d'une autre manière.
et plutôt que c'est le corbeau ou les corbeaux qui vont en quelque sorte confirmer ou conforter les Villemains dans l'idée qu'eux-mêmes se faisaient du corbotage. Juillet 81. C'est au tour de Liliane Jacquel, l'épouse de Jackie Villemain, d'être victime d'un dingue, comme elle-même le confiera ensuite. Il s'agit d'un homme qui l'appelle en soirée alors que Jackie est sur le point d'aller travailler en horaire décalé. L'homme l'insulte et dit à Liliane : « Je te ferai la peau quand ton mari sera au travail. » Liliane est tellement choquée par cet appel qu'elle ira passer la nuit chez ses amis Lilier jusqu'à 3 heures du matin, après avoir emmené Jackie à son travail. Fin juillet, début août 81, le corbotage de l'épanche débute au pavillon de Christine et Jean-Marie Villemain, alors que ceux-ci, installés depuis la fin juin à leur nouveau domicile, n'ont eu le téléphone installé que le 20 juillet. Christine répond au téléphone. Il s'agit cette fois d'une voix de femme, qui va se mettre à chanter par-dessus un fond musical. Le titre de la chanson est « Le mal de toi ». Les paroles de la chanson font référence à une femme qui semble habiter une maison dans une montagne et qui pense à ce qui semble être un amour perdu ou secret dans la vallée. Ces paroles font un peu écho à la situation de Christine Villemain, depuis peu installée sur les hauts de l'épange. Christine, qui elle aussi avait eu une histoire d'amour déçue avec un certain Bruno Magron, vivant dans la vallée à l'Aveline. Est-il possible que cet appel soit une tentative pour jeter un trouble au sein du couple Villemain ? Il est vrai qu'avant de connaître Jean-Marie, Christine avait une vie sociale et associative à l'Aveline. Elle faisait partie des majorettes, elle participait aux activités de la cure. Depuis sa mise en couple, elle semblait vivre un renfermement sur son couple qui pouvait ne pas sembler correspondre à la Christine que la harceleuse connaissait. Elle pouvait donc émettre un doute légitime sur le fait que Christine adhérait véritablement à cette nouvelle vie de femme au foyer. En tout cas, il est possible que le corbotage n'ait pour but, ce jour-là, d'exploiter cette faiblesse potentielle du couple Villemain. Information numéro 1. À la même époque, Christine et Jean-Marie reçoivent un appel de la même femme. Celle-ci, à nouveau, chantonne sur fond musical. Il s'agit cette fois de la chanson « Chef, un petit verre, on a soif ». Cette fois-ci, le message semble clair et fait référence au récent avancement de Jean-Marie au poste de chef. La femme Corbeau est donc en contact avec le milieu ouvrier ou familial autour de Jean-Marie Villemain. Information numéro 2. La femme Corbeau est en possession du numéro de téléphone de Christine et Jean-Marie, alors que le téléphone vient d'être installé, que l'annuaire est imprimé au courant de l'été et qu'il ne sera pas distribué avant l'automne, au mieux à la rentrée des classes, et que le numéro a été partagé seulement à un cercle de familles proches. En septembre 81, Albert et Monique sont à nouveau dérangés par des appels silencieux. Sur un des appels, Monique croit reconnaître des voix de jeunes filles et donne un fond. Elle fait le rapprochement avec Valérie Jacob et Isabelle Boll, qui gardent l'enfant de Bernard Laroche à son domicile. Monique partage ses doutes à Bernard Laroche, qui viendra s'expliquer avec celle-ci. Cependant, les appels anonymes silencieux continuent au domicile d'Albert et Monique. Peu avant le 11 novembre 81, Albert et Monique reçoivent à leur tour un appel avec un fond musical, une musique moderne, mais l'interlocuteur reste silencieux. Information numéro 46. Le 14 novembre 81, au matin, suite à un différend anecdotique, Jackie Villemain et son frère Michel en viennent aux mains devant l'église de Monzet. D'autres ouvriers et collègues assistent à la scène. Quelques années plus tard, en 83, l'homme à la voix rauque fera état de cette bagarre. Le 22 novembre 80 est un fait marquant dans le harcèlement. En début de soirée, vers 20h, 20h30, Monique Collin, une collègue de Christine ayant construit sur les hauteurs de l'épange, reçoit un appel anonyme silencieux. Au bout de quelques minutes, une voix de femme ou d'homme dit « Bande de cons !»
Environ 30 minutes plus tard, l'homme à la voix rauque se manifeste pour la première fois. Christine est seule à sa maison et décroche le téléphone. Le ton de l'appel anonyme est cette fois plus brutal et menaçant. L'homme insulte Christine, qui lui demande ce qu'elle lui a fait. Le corbeau dit « Ce n'est pas à toi que j'en veux, mais à ton vieux. » Christine propose alors d'appeler son mari, mais l'homme lui répond « Tu aurais du mal, il est au travail. » Puis il raccroche. Malheureusement pour Christine, l'affaire n'en reste pas là. Plus tard dans la soirée, vers 22h30, alors que Christine vient de se mettre au lit, celle-ci entend des bruits de pas sur le gravier, dans la cour de la maison. C'est alors la panique lorsqu'elle entend quelqu'un tambouriner à la porte. Puis un bruit de verre. Christine se lève et allume la lumière du couloir. Celle-ci a juste le temps de voir un bras d'homme passer au travers du carreau, puis disparaître, avant que l'homme ne prenne la fuite. Cette soirée constitue un tournant et le surgissement de la peur chez le couple Villemain. Le harceleur n'hésite pas à faire une virée nocturne et à menacer physiquement Christine. À la même époque, Albert et Monique sont également dérangés par la voix rauque. Il est possible que ce même 22 novembre, déjà, Marie-Christine n'ait eu affaire avec cet homme vers 18h30, alors qu'elle attendait l'appel de Gilbert effectuant son service militaire. Les jours suivants, les appels à la voix rauque vont prendre une tournure presque quotidienne au domicile d'Albert et Monique, avec des appels d'insultes et des bruits insolites, souvent entre midi et 13h ou après 19h, sur une période allant de ce mois de novembre 81 au mois d'avril 82. La fréquence des appels est de loin la plus importante, ce qui semble donner l'impression que la cible principale du corbeau sont les doyens de la famille Villemain. À côté de ce corbotage principal, d'autres événements se produisent de manière plus espacée et le harcèlement se propage à d'autres membres de la famille. En décembre 81, Ginette reçoit un appel d'une femme qui l'insulte au téléphone. Information numéro 3. Dans le milieu du mois de décembre, c'est au tour du mari de Ginette, Michel, de recevoir un appel de l'homme à la voix rauque. Il dit « Ta femme te fait cocu avec Popov. » Popov est le surnom du cousin de Michel, Bernard Laroche. Ce surnom de Bernard n'est connu que dans le milieu familial et fait référence au bruit du moteur de la voiture de Bernard, montrant pour la première fois une proximité avec le cercle familial Villemain et Laroche. On identifie ici un schéma de harcèlement classique du corbeau, car il ne s'agit plus de canulars ou de simples insultes. Ici, on retrouve le thème de l'adultère et on reconnaît la capacité de connaître les ragots de coucherie, car effectivement, le bruit court dans la vallée que Bernard Laroche attendait parfois Ginette dans sa voiture. Toujours au mois de décembre, une femme appelle au domicile d'Albert et Monique, un dimanche, alors que Marie-Christine est présente à nouveau pour parler à son petit ami Gilbert, qui est au service militaire et qui doit l'appeler. La femme dit à Monique, qui a décroché le téléphone, « Ton mari te fait cocu avec une de ses holards ou la Janine Cunin. » Pour la première fois, le nom des Hollard apparaissent également dans le harcèlement. Les frères Hollard, Daniel et Claude, sont des cousins germains d'Albert. Leur père, Gaston Hollard, est le frère de Jeanne Hollard, la mère d'Albert, dont nous avons déjà évoqué le lourd passé. Les femmes Hollard se nomment Chantal et Ghislaine. Janine Cunin est quant à elle une petite nièce de Monique, qui à l'époque est en pleine dépression après la perte de son fils à la suite d'un accident à son domicile de l'Aveline en 78. Arrêtons-nous quelques instants sur l'Aveline. Nous sommes en décembre 81, juste au début du corbotage, et le corbeau a dévoilé assez peu d'informations. Mais parmi ces informations, beaucoup pointent vers la direction du village de l'Aveline, voisin de Monzay. Le premier chagrin d'amour de Christine, Bruno Magron, vit à l'Aveline. Christine et lui vivent dans la même rue en 75 lorsqu'ils sortent ensemble.
En 1976, Bruno Magron rompt avec Christine et se met en couple avec Marie-Claude Nicole de Bruyères. Et Christine rencontre Jean-Marie peu après sa rupture. Il est à noter que Madame Josette Nicole, la mère de Marie-Claude Nicole, sera elle aussi victime de canulars d'une femme corbeau au début des années 80. L'homme à la voix rauque va utiliser le surnom Popov de Bernard Laroche. Ce surnom est très certainement connu dans la famille Boll, vivant dans la rue du Maroc à Laveline, que Bernard et Marie-Ange devaient fréquenter régulièrement à cette époque. En 1976, Marie-Rose Boll est la cavalière de Jean-Marie à un mariage lors d'une courte rupture de Jean-Marie et Christine. Bernard et Marie-Ange Laroche seront également victimes d'une femme corbeau au début des années 80. Si on revient aux femmes au lard et à Janine Ollery, nous les retrouvons toutes dans les rues de la Vologne jusqu'en 1978. Daniel et Chantal Hollard sont les voisins de palier de Christine et Gilberte Blaise, sa mère. Les relations de voisinage sont difficiles. Les Hollard ont mauvaise réputation dans le village. Les Hollard sont également victimes de lettres anonymes. On retrouve enfin Janine Ollery, elle aussi rue de la Vologne. Albert et Monique Villemain, dans les années 70, devaient sans doute, parfois, rendre visite à ses cousins Hollard ou à Janine Ollery, nièce de Monique. Tout se passe un peu donc comme si le Corbeau était familier de cette rue de la Vologne et de son quotidien. Des gens qui la fréquentent, des histoires d'amour ou même des coucheries qui y avaient lieu. Et tout se passe comme si les Corbeaux avaient utilisé leur connaissance directe ou indirecte du quotidien des lieux pour harceler les habitants. Retournons maintenant à la chronologie. Toujours au mois de décembre 81. Jackie et Liliane reçoivent des appels silencieux, dont un avec des bruits de cochons. À la même époque, Roger Jacquel, le père de Liliane, commence également à recevoir des appels silencieux. Année 1982, le 23 janvier. C'est un samedi après-midi, en fin de journée. Albert reçoit la visite de Jackie et Liliane ainsi que de Bernard Noël, le mari de sa fille Jacqueline. Ce jour-là, Bernard Noël amène avec lui des rétroviseurs qu'il est allé récupérer à la CIPA, l'entreprise dans laquelle travaille Ginette. L'idée de Bernard est d'installer les rétroviseurs dans le jardin afin qu'Albert puisse surveiller sa cour depuis sa cuisine pour se prémunir de rôdeurs ou d'une agression de l'homme à la voix rauque. Selon les dires d'Albert, du 10 novembre, l'essai du rétroviseur à l'extérieur n'a pas pris plus de 10 minutes. Information numéro 4. 2 ou 3 jours plus tard, Michel Villemain reçoit un appel de l'homme à la voix rauque. L'homme à la voix rauque prétend qu'il le connaît très très bien dans cet appel, qu'ils étaient copains et qu'ils avaient fait la Java ensemble. Pour prouver ses dires, l'homme à la voix rauque décrit le garage de Michel. Ce à quoi Michel rétorque que tout le monde peut observer le garage depuis la route, vu qu'il est souvent ouvert. L'homme décrit alors le papier peint du salon et dit qu'il a le même buffet que Michel. Suite à quoi l'homme à la voix rauque raccroche en disant « Oh merde !» comme s'il était compromis. Information numéro 5. Juste après l'appel de l'homme à la voix rauque, Michel traverse la cour qui le sépare de chez ses parents. Lorsqu'il pénètre à l'intérieur, l'homme à la voix rauque est déjà au bout du fil avec sa mère Monique, semblant faire peu de cas de sa prétendue compromission. Il dit « Ton vieux, il a l'air con avec ses rétros. » Cette fois, l'information dévoilée par le Corbeau est bluffante. Comment avait-il pu être là au bon moment et voir la pose du rétroviseur ? C'est sans doute à partir de ce jour-là que le harcèlement est devenu obsédant pour les Villemain. Qui pouvait avoir vu la scène ou se la faire raconter ? Qui pouvait être aussi proche d'eux et pourtant aussi insaisissable ? Qui est la source ? Les Villemain pouvaient commencer l'enquête et remonter la piste des quelques personnes présentes ce jour-là ou des personnes vers qui l'information avait circulé. Monique, peut-être un peu trop bavarde, avait confessé avoir justement parlé de cette pose des rétroviseurs à Anne-Marie Aubry de Granges, qu'elle avait rencontrée par hasard le jour même à Granges. Anne-Marie Aubry, la sœur de Christiane Verdu,
les Verdus, que justement André Jacob avait soupçonné d'être les auteurs des tout premiers appels. Ils sont noirs, avait-il averti l'année précédente. Liliane et Jackie s'étaient eux aussi confiés à leurs meilleurs amis, les Liliers, qui, selon leur dire, n'avaient pas parlé de ça avec quiconque. Mais c'est surtout après cet épisode que la confiance envers Liliane et Jackie va se briser dans la famille. Michel Villemain tentait déjà depuis plusieurs semaines de convaincre Jean-Marie que Jackie pouvait être le fauteur de troubles. Après sa bagarre, au mois de novembre précédent, il avait sans doute une dent contre son frère. Mais il voyait des signes de suspicion conforter ses soupçons. Après l'intrusion au domicile de Jean-Marie et Christine du 22 novembre, il avait croisé son frère avec un bandage à la main. Et il s'était dit que cette blessure pouvait avoir été causée après la casse du carreau, pendant l'intrusion. Puis il y avait le buffet. Jackie avait justement le même buffet que lui. Et cette voix rauque, ne serait-ce pas la voix de Roger Jacquel ? Pour Jean-Marie et pour Albert, il était maintenant indéniable que la présence de Liliane et Jackie, justement le jour de la pose des rétroviseurs, et le fait que la voix rauque rapporte ce fait 3 jours seulement après, apportait beaucoup de crédit à la thèse de Michel. D'ailleurs, c'est probablement à partir de cette période que Jean-Marie va être persuadé que Jacquel est son corbeau. Il va d'ailleurs en être convaincu jusqu'au 16 octobre 1984. Nous avons jusqu'à maintenant revu une toute petite partie des faits de harcèlement. Je veux vous faire constater un point très important, pour bien se remettre dans la situation de la famille Villemain à l'époque. Dès le tout début de l'affaire, la famille Villemain va prendre très au sérieux ce qui leur arrive. Dès les premiers appels, ils vont chercher à savoir qui est le corbeau, ou qui est la source d'information de celui-ci. Dès le mois d'avril 1981, les Villemain cherchent des suspects potentiels et véritablement commencent à mener leur enquête. Après l'événement des rétroviseurs, Jackie et Liliane vont interroger leurs amis pour savoir s'ils avaient parlé à quelqu'un de la pose des rétros. Monique va repenser à sa discussion avec Anne-Marie Aubry. Ils vont réfléchir, chercher, repenser au déroulé de l'événement. Et cette enquête familiale va se poursuivre avec plus d'acharnement ensuite pendant toute la durée du harcèlement. Les Villemain vont porter plainte à la gendarmerie, eux-mêmes passer des appels anonymes pour confondre des suspects. Albert va rentrer en dépression, Liliane va craquer nerveusement. Par les faits reportés dans les PV, on voit qu'il ne devait pas se passer une semaine sans que la famille Villemain ne pense à leur harceleur et n'essaye de trouver une solution à l'énigme. Je vais faire maintenant une petite pause dans ma démonstration, en vous demandant de garder en tête que les Villemain étaient en état d'éveil permanent et à l'affût des faits du corbotage. Et je vous propose un voyage dans le temps vers le 16 octobre 84 et de relire les PV en suivant pas à pas les débuts de l'enquête, en se mettant au-dessus des épaules des gendarmes et en se servant de l'événement de la pose des rétroviseurs comme fil rouge. Le 16 octobre, les gendarmes sont prévenus d'une disparition d'enfant par sa grand-mère Monique Villemain à 17h30, suite à un appel anonyme reçu par Michel Villemain, revendiquant l'enlèvement et l'assassinat du petit Grégory. Rapidement, la situation dérape, lorsqu'à 17h50 environ, la mère Christine Villemain, alors qu'elle prévient également les gendarmes de la disparition de son enfant, voit Jean-Marie arriver à la maison et prendre son fusil pour aller chez Jacquel, et se voit obligée de prévenir les gendarmes pour éviter un nouveau drame, pointant ainsi pour les gendarmes le premier suspect du crime. Les gendarmes vont rapidement se rendre chez Jacquel pour le protéger et aussi pour vérifier l'emploi du temps de celui-ci, dans les heures qui précédaient. Roger Jacquel et ses proches, Liliane Jacquel, Jackie Villemain, présentaient des alibis solides, semble-t-il, pour ces horaires. Vers 21h15, le corps du petit Grégory est retrouvé sans vie, noyé dans la Vologne, conformément à la revendication anonyme. Le 17 octobre, les gendarmes démarrent l'enquête classique sur l'entourage familial et le voisinage. L'enquête est particulièrement approfondie dès ce premier jour à Aumonzey, loin du lieu de l'enlèvement, ce qui montre que dès le premier jour, les gendarmes, informés du harcèlement subi par la famille un an plus tôt, faisaient le lien de l'assassinat avec le harcèlement de la famille Villemain. Ce même jour, Bernard Noël rapporte sous PV, pour la première fois, un témoignage concernant la pose des rétroviseurs. Il se trompe sur la date, mais il rapporte la présence ce jour-là d'Albert, Jackie et Liliane.
Entre le 17 et le 19 octobre, Paulette et Roger Jacquel donnent leur version des faits. Ils se défendent et ils attaquent. Ils se disent victimes de harcèlement, tout comme les Villemain, et ils prétendent connaître leur corbeau, et donnent le nom de Michel Villemain. À ce moment-là de l'affaire, pour les gendarmes, Michel est l'oncle de Grégory ayant reçu l'appel anonyme, mais aussi le membre de la famille Villemain le plus nerveux le soir du 16 octobre, insistant par exemple lourdement auprès de Jean-Marie, au milieu de sa détresse, pour aller chercher son épouse au travail pendant les recherches de Grégory. Il avait même fini par faire une crise de nerfs. Dans cette même période, Jackie est interrogé également. Il évoque la pose des rétroviseurs, sans apporter de contradiction particulière. Mais Jackie abonde sur les suspicions contre Michel. Mais il le présente comme une source d'information. Pour la première fois de l'affaire, le schéma qui deviendra la thèse des gendarmes pendant des dizaines d'années se met en place moins de 3 jours seulement après la mort du petit Grégory. Jackie évoque le nom de Bernard Laroche, qui serait au courant de toutes les histoires de famille par l'intermédiaire de Michel Villemain. Jackie évoque également le nom de Daniel Hollard dans ce témoignage. Le 19 octobre est une journée charnière. À cette date, le retentissement de l'affaire est national et la population des Vosges se rend compte qu'ils sont devenus le centre d'attention du pays. Les journalistes sont arrivés et se sont installés dans les hôtels de la région. Ils suivent et parfois devancent les gendarmes dans le recueil des témoignages. L'ambiance est lourde dans les Vosges, à un jour de l'enterrement de l'enfant. Attirés par le cirque médiatique, les habitants de Bruyères commencent à s'amasser au moindre mouvement devant la gendarmerie. La pression monte pour les personnes qui doivent venir témoigner et qui sont scrutées par la populace à la loupe. Monique Villemain est interrogée. Elle parle aussi de la pose des rétroviseurs et évoque la piste la plus ancienne des Villemain, celle des Verdus. Michel est interrogé également sur la journée du 16 octobre, le même jour, mais sera convoqué à nouveau les jours suivants. Mais c'est un témoignage inattendu, spontané et pour le moins maladroit qui surgit dans l'affaire ce jour-là et qui va libérer un engrenage funeste. Marie-Ange Laroche contacte par téléphone la gendarmerie le matin et demande à être entendue discrètement par les gendarmes. Ceux-ci lui demandent de passer à la brigade où elle va rapporter un fait dont on a du mal à faire un lien probant avec l'assassinat. Il s'agit d'un témoignage indirect, donc peu sûr, d'un ouvrier de l'usine de son mari ayant vu Jackie, Liliane et leur fils quitter leur domicile à 5 heures du matin le jour même du drame, alors que l'enlèvement a lieu 12 heures plus tard et que Jackie et Liliane avaient vaqué à leurs occupations pendant le reste de la journée. Dans cette même journée, l'attitude de Marie-Ange continue à poser question. Elle vient à la veillée de prière de Grégory et tient à le veiller toute la nuit. Réaction émotive de Marie-Ange suite au drame et à l'atmosphère lourde autour de l'affaire? Ou bien est-ce que son comportement le jour du 19 n'est pas lié à une inquiétude fondée? Est-ce que des informations auraient fuité sur les auditions du clan Jacquel et leurs soupçons envers Michel Villemain puis Bernard Laroche et seraient arrivées aux oreilles de Marie-Ange? Tout se passe comme si Marie-Ange tenait à se rapprocher des autorités et des Villemain pour venir à la pêche aux informations. Évidemment, cette attitude va se retourner contre elle et la rendre suspecte aux yeux des gendarmes. Le 20 octobre, au matin des obsèques de Grégory, Albert et Michel Villemain sont entendus par les gendarmes. Ils mentionnent tous les deux l'épisode des rétroviseurs et réitèrent à nouveau la liste des personnes présentes ce jour-là: Bernard Noël, Jackie Villemain, Liliane Villemain. Probablement à la demande des gendarmes, Michel Villemain explique qui, selon lui, pourrait connaître des détails précis sur son logement, et il avance en premier le nom de son meilleur ami Bernard Laroche, et précise qu'il possédait une Peugeot 305 de couleur verte, comme la voiture aperçue autour de l'épange, à proximité des lieux de l'enlèvement et aux horaires correspondants. Notez cependant qu'aucun procès-verbal relatant l'histoire des rétroviseurs ne mentionne la présence ou la connaissance de la pose des rétroviseurs par Bernard Laroche. On voit petit à petit glisser le témoignage de Michel vers de nouvelles informations compromettantes pour Bernard Laroche, mais pas autour de la pose des rétroviseurs. Le soir du 20 octobre,
après les obsèques dramatiques du petit Grégory, Jackie se réunit avec des proches, peut-être avec Gilbert Villemain, peut-être Roger Jacquel, pour écouter les cassettes du Corbeau enregistrées par Liliane. À nouveau, le nom de Bernard Laroche ressort lors de la soirée, au sujet d'un appel curieux de Bernard proposant à Jackie et Liliane de se rencontrer pour jouer une belote. Cet appel inhabituel de la part de Bernard s'était produit juste après l'appel du Corbeau. Et cette information sera transmise aux gendarmes sous PV. Le 21 octobre, Michel est à nouveau interrogé par la gendarmerie pour le 3e jour de suite. Et le témoignage continue à s'étoffer. Michel donne de nouvelles informations en défaveur de Bernard Laroche. Il évoque le comportement étrange de Marie-Ange Laroche le soir de la veillée de prière. Il mentionne également un croisement en voiture datant du 16 octobre vers 17h45 ou 18h, encore avec Bernard Laroche, qui semblait revenir de la direction de Bruyères ou l'Épange, à un horaire qui, au moment des auditions et sans chronométrage, pouvait être considéré comme compatible avec le crime. Le 22 octobre, Marie-Ange semble subir un interrogatoire plus musclé des gendarmes. Probablement sous pression, elle fait part de ses soupçons sur Daniel Hollard. Mais les gendarmes lui reprochent de ne pas en avoir fait part aux parents pendant sa longue veillée du corps de Grégory. Le ton est donné lors de cette garde à vue. Marie-Ange et Bernard Laroche sont déjà dans le collimateur. Le jour même, suite à cette convocation, le couple Daniel et Chantal Hollard sont interrogés. Ils ressortent libres de la gendarmerie, aveuglés par les projecteurs et les flashs, en fendant la foule des habitants de Bruyères massés devant la gendarmerie. Dans les jours suivants, tout comme pour les Jacquel, les gendarmes valident les alibis des Hollard. Par élimination, suite à la perquisition chez les Verdus, à la vérification de l'alibi de Michel Villemain, la piste Laroche reste la seule piste à creuser pour les gendarmes. Bernard Laroche passe à l'épreuve de la dictée en compagnie d'autres personnes de la famille dans les jours suivants. Le 30 octobre, l'expert en écriture déclare que le Corbeau pourrait être Bernard Laroche, mais demande plus de temps pour donner ses conclusions définitives. Mais déjà, le 31 octobre, Marie-Ange et Bernard Laroche sont arrêtés. Bernard est interrogé sur les rétroviseurs. La formulation du PV est curieuse. Michel m'a précisé qu'il n'était pas au courant de cela. Par la suite, il m'a été reproché d'être passé le jour de l'installation devant la maison Villemain. Je ne me souviens pas être passé à cet endroit ni d'avoir vu de rétroviseur. Mais qui est ce il ? Jusqu'à ce jour-là, aucun témoignage ne fait mention de la présence de Bernard sur ces lieux. Ici, cela ressemble beaucoup à un coup de bluff des gendarmes, mais qui ne fonctionne pas. Bernard Laroche donne un détail de son emploi du temps vérifiable permettant de le disculper. Il dit être à la maison de Louisette Jacob à 17h30, où Louisette et Muriel Boll, la sœur de Marie-Ange, ainsi que son fils Sébastien, se trouvent déjà, et la télévision est allumée sur Radio-Télévision Luxembourg. Muriel Boll était la garde d'enfants depuis quelques mois pour le petit Sébastien. À la fin de la journée du 31 octobre, les gendarmes n'obtiennent aucun aveu et relâchent le couple Laroche. Qu'à cela ne tienne, il y avait maintenant une preuve matérielle avec l'expertise en écriture. Les gendarmes ont maintenant besoin d'un mobile et d'un témoignage compromettant pour boucler l'affaire et inculper Bernard. Le soir même, à 22h30, les gendarmes se rendent au domicile de Muriel Boll pour l'interroger. Son récit corrobore les dires de Bernard Laroche, à un détail près. Elle dit que lorsqu'elle arrive vers 17h20, Bernard est déjà présent, en train de regarder la télévision. Nous sommes déjà 15 jours après le jour de l'assassinat. Je pense que tout le monde a fait l'expérience dans sa vie que rien ne ressemble plus à une journée de collège qu'une autre journée de collège. On prend le car scolaire, on marche vers son domicile, on pose son sac, on répète les mêmes gestes de manière machinale d'un jour à l'autre. Parfois ses parents, frères ou sœurs sont déjà à la maison quand on rentre, parfois elles sont parties en course. Ce sont des détails de la vie de tous les jours qu'on oublie vite. La plupart du temps, quelques jours suffisent à oublier. Quelle que soit la version, 17h20 ou 17h30, le résultat est cependant le même. Bernard ne peut pas emmener l'enfant
le neutraliser, l'assassiner et le jeter dans la Vologne entre 17h03 et 17h30 aux alentours de l'Épange ou dans la direction de Docelles, et effectuer ensuite un trajet d'au moins 15 minutes en voiture à vive allure jusqu'à la maison de Louisette. La seule solution pour mettre en examen Bernard est donc de démontrer que Bernard, Muriel et aussi peut-être Louisette mentent et se sont concertés pour raconter le même mensonge aux gendarmes. La différence d'horaire de 10 minutes dans leur dire est le fait que Muriel indique que Bernard est arrivé en premier à la maison, alors que Bernard indique le contraire, constitue une faille que les gendarmes vont tenter d'exploiter. Et dès le jour suivant, le 1er novembre, jour férié de Toussaint, les gendarmes se rendent à nouveau au domicile de Muriel Boll, en milieu d'après-midi. Celle-ci réitère à nouveau la même déclaration sur les horaires d'arrivée de Bernard Laroche. Le 2 novembre, le lendemain, Muriel Boll est convoquée à la gendarmerie. Elle va d'abord réitérer pour la 3e fois le même témoignage, avant de faire volte-face et de reconnaître avoir menti et avoir été récupérée par Bernard Laroche au CES de Bruyères avant de se rendre en voiture au domicile du petit Grégory pour le faire monter dans la voiture et l'emmener. La suite est connue, Bernard est arrêté, il est inculpé du meurtre du petit Grégory le 5 novembre. Et le 6 novembre, Muriel Boll se rétracte et affirme que Bernard est innocent et que la peur des gendarmes lui a fait dire ce que les enquêteurs voulaient entendre. Les gendarmes continuent l'enquête pour consolider le dossier de Bernard Laroche, très fragile suite à la rétractation de Muriel. Il y a notamment besoin de faire le lien entre Bernard et le harcèlement téléphonique. Et pour ce faire, ils vont utiliser l'épisode des rétroviseurs, pour lequel jusqu'ici aucun procès verbal ne mentionne la présence de Bernard. Sachant, j'insiste à nouveau, que les Villemains ont réfléchi et essayé de comprendre pendant des années comment le corbeau avait pu savoir pour les rétroviseurs. Le 8 novembre, Albert Villemain est interrogé, et pour la première fois, il parle de la présence de Bernard Laroche le jour de la pause qui longeait la haie. 2 jours plus tard, Jackie Villemain est interrogé, et là, on apprend que grâce à Michel, qui n'était pas là le jour de la pause, il s'était rappelé très récemment qu'il avait vu Bernard Laroche qui longeait la haie le jour de la pause des rétroviseurs. Et enfin, le 11 novembre, Bernard Noël est interrogé à nouveau. À son tour, il indique qu'il est possible que Bernard Laroche soit passé, mais sans pouvoir l'affirmer. Ces témoignages à charge tombent à pic pour le dossier des gendarmes, évidemment. Mais je crois que vous l'avez compris, nous pouvons clairement constater que la fiabilité des témoignages a tendance à se dégrader très fortement au fur et à mesure de l'enquête, sous l'influence de la pression médiatique et judiciaire. Il fallait un coupable rapidement. Pour cette raison, dans la chronologie des faits que je vous présente aujourd'hui, j'ai filtré les procès-verbaux les plus récents et les plus spontanés dans l'affaire, et j'ai sciemment mis de côté les témoignages tardifs ou semblant trop à charge. Revenons donc maintenant à la chronologie et à la fin janvier 1982. Nouvel appel au domicile de Michel Villemain. Information numéro 6. L'homme à la voix rauque menace à nouveau Michel et cherche à montrer une proximité inquiétante. Je sais à quelle heure tu pars au boulot. Tes gosses sont seuls 20 minutes. J'ai le temps de leur faire du mal. C'est la première fois que le corbeau menace de s'en prendre à des enfants. Toujours début 82. La première coopération de la femme corbeau et de l'homme à la voix rauque se manifeste. Une voix de femme téléphone à l'usine Walter Size de Grange et fait appeler Gilbert Villemain à son poste par l'intermédiaire de son chef. La femme alerte Gilbert que M. Jacques, le père de sa petite amie Marie-Christine, a eu un accident dans la forêt. Gilbert appelle son beau-père et comprend que l'information est fausse. Plus tard dans la journée, l'homme à la voix rauque appelle M. Jacques et lui dit qu'il attendait Marie-Christine à la sortie à la suite de ce faux appel. Quelque temps plus tard, Madame Yvette Thomas, la logeuse de Gilbert Villemain, reçoit un appel pour Gilbert dans lequel une femme, se faisant passer pour sa mère Monique, annonce qu'Albert Villemain a eu une crise cardiaque.
Gilbert se rend alors chez son père, qui bien évidemment est en pleine forme, mais ne manque pas de hurler après ses persécuteurs. Toujours dans le premier semestre 1982, l'homme à la voix rauque poursuit son inquiétante dérive agressive. À Monique, il profère des menaces contre Jean-Marie, qu'il traite de chef et de saloperie à qui on va percer la peau. Information numéro 7. En avril 1982, Monique, dans un appel audio enregistré de l'homme à la voix rauque, fait référence au thème de la pendaison. On comprend donc dans cet appel que le corbeau a déjà harcelé Albert et Monique en souhaitant qu'Albert se pende. Ce vœu malsain du corbeau n'est pas anodin. Il fait référence au passé d'Albert et à la pendaison de son père de retour de la guerre. Les corbeaux, après avoir montré leur proximité avec le quotidien des Villemains, montraient maintenant leur connaissance du passé d'Albert, confortant les Villemains sur la source familiale du harcèlement. En bruit de fond de cet appel, on entend un bruit régulier, mécanique, ressemblant à la régularité d'un métier à tisser. Information numéro 8. Toujours en avril 1982. Dans un autre appel, l'homme à la voix rauque mentionne la pose des volets roulants dans la maison de Jean-Marie. Le corbeau semble être partout, à Aumonzey, à l'Épange. On a l'impression qu'il fait des virées à droite et à gauche. Un peu comme le soir où il est monté à l'Épange pour terroriser Christine. Le 27 avril, le jour de l'enterrement de Christian Olry, qui s'était donné la mort quelques jours plus tôt, Lionel Villemain, le dernier de la fratrie, âgé de 10 ans, est resté seul à la maison. Le corbeau profite de l'absence des parents pour s'acharner sur l'enfant et émettre près de 25 appels qui terroriseront le jeune Lionel. Entre le printemps et l'été 1982, Liliane, elle aussi, rapporte des appels anonymes, silencieux, et certains avec une voix d'homme. Dans ce même intervalle de temps, Christine et Jean-Marie reçoivent de nombreux appels silencieux vers 12h30 et 20h. Un des appels va semer un peu plus le trouble. En fond sonore de l'un des appels, Jean-Marie et Christine reconnaissent la voix du petit Daniel, le fils de Michel et Ginette. Ils font alors écouter l'enregistrement des appels à Jacqueline, Bernard, Gilbert et Marie-Christine, ainsi qu'aux parents Albert et Monique, qui semblent reconnaître la voix de Daniel, mais qui refuseront de croire que Ginette ou Michel seraient les corbeaux. Information numéro 29. En juin 1982, Jean-Marie et Christine Villemain invitent Jacqueline et Bernard Noël, ainsi que Jackie et Liliane. Invitation assez étonnante, alors qu'à l'époque, Jean-Marie soupçonne déjà Roger Jacquel d'être le corbeau et Liliane et Jackie d'être sa source d'information. Cependant, au mois d'avril précédent, Liliane était venue se mettre à genoux devant Albert Villemain pour jurer qu'elle n'était pour rien dans le harcèlement. Ce geste avait réussi à retourner Albert, qui avait à son tour essayé de convaincre Jean-Marie que Liliane et Jackie ne pouvaient pas être de collusion avec le corbeau. Dans ce contexte, on peut imaginer que ce repas était une tentative de rabibochage. Un an après ce repas, le corbeau fera allusion à la soirée fondue. Information numéro 9. Pendant l'été, l'homme à la voix rauque se rappelle aux bons souvenirs d'Albert et Monique et continue ses observations à Aumonzey. Le 17 juillet 1982, quelques minutes après le retour d'une promenade avec Gilbert et Marie-Christine, Albert et Monique reçoivent un appel du corbeau. Il dit « Elle était bonne, la balade !» suivi de quelques menaces dont il avait pris l'habitude. « Tu feras comme ton père, tu te pendras !» Information numéro 10. Le 14 septembre 1982, pour la 3e fois, Gilbert est la victime d'un canular des corbeaux. Une femme appelle Madame Grégoire à la réception de l'usine. La femme signale un accident imaginaire de vélo dont aura été victime la mère de Gilbert Villemain. Madame Grégoire va ainsi prévenir Gilbert de l'accident à son poste de travail. Dans le même intervalle de temps, une femme appelle également Christine à son domicile pour signaler l'accident de sa belle-mère. Gilbert sort de son travail pour aller prendre des nouvelles de sa mère à sa maison. L'homme à la voix rauque participe au canular et appelle Monique et lui dit
Je l'ai bien eu, le petit con de Grange. Tout se passe comme si le corbeau avait pu voir Gilbert se rendre au chevet de sa mère. Information numéro 11. Dans le mois de septembre 1982, Monique reçoit un appel de l'homme à la voix rauque, qui cette fois donne un détail intime d'Albert Villemain. Ton vieux peut se laver à l'eau de Colonne. Ça ne l'empêchera pas de sentir le vieux. À l'automne 1982, le barycentre du harcèlement semble se déplacer à Grange, et au sein de la famille Jacquel. Jackie reçoit l'appel de l'homme à la voix rauque. Il dit « Je te laisserai pas dormir, je te ferai chier toute la nuit. » Roger Jacquel et sa famille, déjà victimes de quelques appels anonymes silencieux, quelques mois auparavant, est lui aussi dérangé par un homme à la voix rauque. Lorsque Yannick Jacquel, le frère de Liliane, répond, le corbeau dit « C'est ton père. » Quand Paulette Jacquel répond, le corbeau dit « C'est ton homme. » Alors que souvent, Roger Jacquel se trouvait affairé près de son domicile. Un soir, vers 23h30 minuit, une voix de femme dérange Paulette Jacquel, en prétendant que sa fille Liliane a eu un accident au Cartoff, un centre commercial du coin. Un corbeau, homme, rappelle quelques minutes après pour leur dire que c'était des conneries. Un autre jour, Roger Jacquel répond. Le corbeau le menace. « Je te ferai la peau. » Un autre jour encore, Roger Jacquel décroche à 2h du matin. Le corbeau le dérange cette fois pour voir s'il était toujours malade. Et effectivement, à l'époque, Roger Jacquel est en arrêt de travail prolongé et ne pointe plus à autocoussin. À cette époque, déjà, Liliane enregistrait les appels. Roger Jacquel, après l'écoute des cassettes de sa fille, confirme que son corbeau et celui de Liliane ont la même voix. Il soupçonne à ce moment-là Michel Villemain. Peut-être que Liliane, quant à elle, commence à soupçonner Jean-Marie Villemain, car on sait qu'en 84, elle interpelle directement le corbeau au téléphone en l'appelant Jean-Marie. Liliane et Jackie sont également victimes de harcèlement. À cette même époque, un jour, elle reçoit un appel d'un homme auquel elle lance « C'est Georgeon ? Jacob ? Villemain ? Laroche ? Jacquel ?» Il est intéressant de noter que Liliane soupçonne déjà Bernard Laroche, ou même son propre père. Quand on Villemain, on pense à Michel ou Jean-Marie. Autre chose, Liliane, par maladresse, donne des informations à son harceleur. Au mois de novembre 1982, un jour de grève, Liliane retrouve sa voiture avec 3 pneus crevés. D'abord, elle mettra ça sur le compte des grévistes, car 2 autres voitures avaient subi le même sort. Cependant, Jackie, proche des syndicats, ne croit pas à cette hypothèse et pense que le corbeau est derrière ça. Il décide donc, après cet épisode, de porter plainte aux gendarmes de Corcieux pour les pneus crevés et pour le harcèlement téléphonique. Dans ce même mois de novembre, le corbeau appelle tour à tour Monique puis Michel. Il se fait plus menaçant. « Les journées raccourcissent. Les chagris vont sortir. » Pour le 11 novembre, un appel fait retentir une musique militaire. Entre le 22 et le 24 novembre, l'homme à la voix rauque appelle encore à horaire fixe, entre 12h30 et 13h15, pour lancer des insultes à Monique et Albert. Le 30 novembre 1982, entre 19h et 21h, le corbeau appelle une vingtaine de fois pour annoncer une surprise. Vers 19h30, une femme appelle les pompes funèbres La Poirie pour annoncer le décès d'Albert Villemain et demander une intervention. La Poirie arrivera, rendue au domicile des Villemain autour de 20h30. Information numéro 12. Dans le même laps de temps, la femme Corbeau démontre à nouveau son apparente proximité au cercle familial des Villemain, en parvenant à joindre par téléphone Jacqueline et Bernard Noël, dans leur village de Saulcy, alors que ceux-ci n'ont pas le téléphone à leur domicile. Il fallait passer par leur voisine, Madame Fraisse, qui était la personne qui prenait les appels pour eux. Et cette information n'était connue que dans les cercles familiaux, amicaux ou du travail de Jacqueline et Bernard. Madame Fraisse apporte une mauvaise nouvelle ce jour-là, celle du décès d'Albert Villemain, et de l'urgence pour Jacqueline et Bernard de se rendre chez leurs parents, chez qui stationnent déjà les pompes funèbres en La Poirie.
Alors que Bernard et Jacqueline sont déjà en route, le corbeau place un dernier appel. En attendant la sonnette au téléphone, le corbeau dit « Tu l'as eu ta surprise ?» Ce nouveau canular pousse Albert et Monique à contacter à leur tour les gendarmes de Corcieux. Le gendarme Ferru se présente à leur domicile le jour suivant, le 1er décembre 1982, pour porter plainte pour harcèlement téléphonique. Bernard Noël rapporte de nombreux détails de cette journée dans les procès-verbaux. Vers 18h15, il avait repéré une Renault 12 Break stationnée devant sa maison ressemblant au véhicule de Pascal Verdu. Il apprend également que ce même jour, qu'une personne présentant bien demandait des renseignements à son sujet à la station-service voisine. Il mentionne également que le même soir, le magasin Global de Saulcy avait été cambriolé. Le 13 décembre 1982, l'homme à la voix rauque récidive à l'éponge. Christine reçoit un appel. « T'as beau avoir des volets en bois, avec une hache, je les casserai. » Christine raccroche et appelle Albert aussitôt, puis Michel. Alors qu'Albert et Monique s'apprêtent à partir, Michel tient compagnie à Christine au téléphone pendant une vingtaine de minutes pour la rassurer. 5 minutes avant la fin de la conversation avec Michel, Christine entend le sifflement d'un pneu crevé provenant de sa cour. Peu de temps après, Albert, Monique et Lionel arrivent, et Albert fait le tour de la maison avec la carabine. Le jour suivant, l'homme à la voix rauque revendique son méfait auprès de Monique. « Il est un peu con ton vieux. Je l'ai vu tourner autour de la maison avec la carabine. J'étais derrière le lampadaire. » Le 14 décembre 1982, la femme Corbeau poursuit le corpotage de Saulcy. Désormais, Madame Fraisse ne passe plus les appels en mettant rigoureusement en pratique l'utilisation d'un code convenu pour filtrer les appels malveillants. Qu'à cela ne tienne, la femme Corbeau contacte M. Archenot, le patron du Loquet-B, en se faisant passer pour une infirmière pour avertir Jacqueline que Bernard Noël avait eu un accident et qu'il était à l'hôpital Saint-Charles de Saint-Dié. Jacqueline s'étonna que malgré la cruauté du canular, l'infirmière avait fait preuve d'une sorte de bienveillance rassurante, comme si la femme avait voulu l'aménager. Pendant le mois de décembre 82, l'ensemble de la famille continue à être harcelé. Jackie et son fils sont insultés au téléphone, Michel également. Le 24 décembre 1982, de retour de soirée de réveillon, une altercation se produit au centre du village de Granges. Marcel, le frère de Monique, et sa femme Jacqueline prennent à partie Gilbert, qui aurait doublé dangereusement leur voiture. Jean-Marie arrive dans sa voiture et s'interpose. Les insultes et les menaces fusent de la part de Marcel et Jacqueline. Jacqueline finit même par sortir le nerf de bœuf. Marcel fait alors référence au nouveau statut de chef de Jean-Marie et le traite de rampant. Mais Jean-Marie ne s'en laisse pas compter et tient tête à Marcel, qui ira pourtant le relancer jusqu'à chez son père à Aumonzey. En cette fin d'année 82, faisons un petit point sur l'enquête des gendarmes qui vient juste de débuter. En novembre 82, Jackie porte plainte au sujet des pneus crevés de Liliane. Le 1er décembre 82, Albert et Monique portent plainte à leur tour. Fin 82, Roger Jacquel est convoqué à la gendarmerie de Corcieux. À cette époque, débute la série d'appels tous azimuts des Villemains vers les personnes qu'il soupçonne, sous instruction du gendarme Ferru. Le 11 janvier 83, Roger Jacquel est mis sous écoute. Concernant les appels anonymes des Villemains, on sait que Jean-Marie et sa sœur Jacqueline appellent Daniel Hollard. Sa proximité relative avec la famille et sa mauvaise réputation, ainsi qu'un différend avec Albert en faisaient un suspect potentiel. Albert Villemain passe des appels à Pascal Verdu. Bernard Noël avait pu faire un lien avec Pascal Verdu et une Renault 12 break blanche qui stationnait devant le Loquet-B le jour du premier canular dont il avait été victime. Et Albert, lui aussi, avait repéré une Renault 12, semblant observer sa maison. Ginette appelle Liliane. Michel Villemain appelle son oncle Marcel Jacob. Bernard Noël appelle Liliane depuis le Loquet-B, mais se présente pour donner les résultats sportifs, vu que Liliane était la correspondante locale de la Liberté de l'Est.
Ces appels donnent une bonne idée des suspicions des Villemains à cette époque de l'affaire. Les Villemains cherchent à la fois le corbeau, mais aussi sa source d'information. Les pistes sont nombreuses. La source privilégiée est celle interne à la famille, au travers de Jackie et Liliane, un lien avec son père. Une autre source est celle de l'usine de Monzet et du lien de Michel et Jackie avec Pascal Verdu ou même Marcel Jacob. Les Villemains songent également au voisinage, et notamment à leur voisin Serge Noël, avec qui ils entretiennent des relations difficiles. Les allusions au passé d'Albert font également de Daniel Hollard un suspect potentiel. Les Villemains se méfient également de la tendance à Monique à faire des confidences d'ordre privé avec André Jacob ou avec les sœurs Aubry, elles-mêmes en relation avec Pascal Verdu. Une autre source possible est le travail de Jean-Marie et la possibilité pour Roger Jacquel d'avoir des informations par ses contacts à la CGT ou par son épouse Paulette, bien qu'il soit en arrêt maladie depuis plusieurs années. Avec l'aide des PV, on peut déduire qu'à cette époque-là, Jean-Marie et Michel soupçonnent Roger Jacquel. Albert, Monique et Bernard soupçonnent les Verdus. Jean-Marie et Michel semblent également songer un peu à Marcel Jacob, mais cette suspicion semble essentiellement née de l'altercation du soir de Noël, et cette piste n'est pas vraiment été considérée par les Villemains avant cet événement. Liliane, quant à elle, soupçonne André Jacob, avec qui elle travaille. André Jacob, quant à lui, soupçonne également les Verdus. De manière plus secrète, Jean-Marie considère que Liliane est dans la manigance de son père Roger Jacquel. Et de même, Liliane soupçonne Jean-Marie d'être responsable de ses propres appels anonymes. Son père Roger Jacquel soupçonne plutôt Michel Villemain d'en être l'auteur. Étonnamment, nous allons voir qu'en 1983, les Corbeaux connaissent la liste des suspects des Villemains et semblent donc avoir eu l'accès au cercle de confidence, probablement très secret des Villemains sur ce sujet. Information numéro 13. Début janvier 1983, Michel achète une carabine. Et peu de temps après, le Corbeau fait référence à la carabine dans un appel à Monique. « Tu ne feras pas grand mal avec ta carabine. » Le 26 janvier 1983, Monique et Albert reçoivent 17 appels anonymes. Des insultes principalement. Le 27 janvier, l'homme à la voix rauque et la femme Corbeau, de concert, mettent en œuvre un nouveau canular. La femme Corbeau dérange plusieurs commerçants de Grange. Monsieur Pierrat, marchand de fioul. Monsieur Rémy, ambulancier, pour se rendre au domicile d'Albert et Monique. Dans le PV, il est dit « Monsieur Rémy, ambulancier à Grange, est déplacé par une voix féminine. Il appelle Jackie pour voir si c'est lui qui avait demandé. Liliane le renvoie chez Monique Villemain. Jackie et Liliane arrivent peu avant ou peu après l'ambulancier. Dans ce PV, il est difficile de comprendre pourquoi l'ambulancier appelle Jackie ou même tout simplement pourquoi Jackie et Liliane sont mis au courant. La seule raison qui me semble possible semble être que la femme Corbeau s'est présentée comme Liliane Villemain de Grange à l'ambulancier. En parallèle du dérangement de l'ambulance, la femme contacte également les pompes funèbres de Gérardmer. Le lendemain, 28 janvier, Gilbert et Marie-Christine passent à l'improviste quelques minutes au domicile de Jackie et Liliane. Pendant leur visite, le Corbeau appelle. Il ricanne de manière sardonique. Jackie passe le combiné à Gilbert qui reconnaît, malgré l'absence de véritable conversation, le style caractéristique du Corbeau. Gilbert et Marie-Christine se rendent alors immédiatement chez Albert et Monique pour proclamer l'innocence des Jackie et Liliane, qui sont eux aussi des victimes du Corbeau. Entre-temps, l'enquête de gendarmerie continue. Le 11 janvier 1983, Roger Jacquel, le suspect principal, est mis sous écoute. Information numéro 14. Fin janvier 1983, la gendarmerie reçoit un appel anonyme dénonçant Pascal Verdu. Cette lettre est un élément spectaculaire. Compte tenu du cercle réduit des membres de la famille Villemain au courant de ses soupçons, et compte tenu de l'audace du Corbeau qui ne craint pas d'écrire aux gendarmes. Difficile de croire que l'un des Villemains ait écrit cette lettre au risque de se faire découvrir et pour un objectif qu'on saisirait mal. Le Corbeau va d'ailleurs parler plus tard dans un appel anonyme de table d'écoute chez Verdu,
ce qui semble confirmer que le corbeau était bien au courant de la suspicion des Villemain, et a donc probablement bien écrit la lettre lui-même dans le but de semer le trouble davantage dans la famille et semer le doute sur la famille de Villemain chez les gendarmes. Le tour de force du corbeau est d'avoir réussi à mettre la main sur cette nouvelle information alors que, semble-t-il, cette suspicion prend corps pendant une courte période fin 82, début 83. Le 4 février 83, les écoutes de Pascal Verdu sont mises en place. Entre le 17 et le 20 février, la femme Corbeau orchestre un nouveau canular. Une femme avertit Madame Demange, la voisine d'Albert, et Monique que Jean-Marie a eu un accident de la route à La Chapelle en compagnie de Martial David et qu'il est à l'hôpital d'Épinal. Elle appelle ensuite Christine pour le même motif. Information numéro 15. Le matin du 18, Albert pousse sa voiture en panne en dehors du garage. Quelques heures à peine après, le garagiste Poirat est déplacé chez Albert, sans que celui-ci ne l'ait sollicité. L'heure du rendez-vous avait été prise entre 12h20 et 12h45 par une femme au téléphone. Le même jour, le docteur Schneider est dérangé par une femme inconnue pour un rendez-vous chez Michel Villemain, également entre 12h20 et 12h45, alors que Christelle, sa fille, est précisément malade. Le docteur Lambert reçoit lui aussi une prise de rendez-vous aux mêmes horaires pour se rendre chez sa patiente Christine Villemain. Enfin, le docteur Martinache est dérangé lui aussi entre midi 1 et 12h45 pour se rendre au chevet de Monique Villemain. La femme Corbeau appelle Gilbert Jacques, le beau-père de Gilbert Villemain, pour prévenir que le corbeau est à l'éponge, chez Christine. Selon Monique, la femme Corbeau appelle Michel Villemain, pour prévenir que le corbeau est à l'éponge chez Christine. Il semble que sur ce canular, il y a une volonté de viser directement ou indirectement l'ensemble de la famille en même temps. Seules Jacqueline et Jackie semblent épargnées. Jacqueline, probablement à cause des difficultés pour la contacter. Information numéro 16. Le 20 février, l'homme à la voix rauque apporte sa touche au canular des jours ou des heures précédentes, en appelant Monique et en menaçant également directement de s'en prendre à Christine. Je sais qu'en ce moment elle est toute seule à la maison, alors elle a beau débrancher son téléphone, je rentrerai, peut-être ce soir, ou demain. Elle, d'un côté, elle n'aura pas besoin de se prendre. Le corbeau se vante ici de sa capacité à connaître les horaires de Jean-Marie. Informations 17 et 18. Il semblerait que le 20 février soit le début d'une inflexion, d'un tournant. Le corbeau démarre une série de manœuvres pour sous-entendre que le corbotage serait lié au Jacquel. Dans le même appel du 20 février, et par petites touches, il semble semer quelques indices qui pourraient faire penser à Daniel Hollard ou à Roger Jacquel, le principal suspect de Jean-Marie, à l'époque en long congé maladie. D'ailleurs, on ne peut pas me toucher, car j'ai une pension et je suis reconnu malade. Puis, Tu ne disais pas ça quand je venais de sauter, quand ton vieux était à l'hôpital. dans cette dernière tirade, le corbeau révèle sa connaissance d'un fait assez ancien, datant du début des années 70, le séjour d'Albert à Mirecourt pour la dépression. Pendant ce séjour, à l'hôpital, les enfants Villemain rapportent des visites de Daniel Hollard à Monique. Le 23 février 83, le corbeau enfonce le clou et dévoile son prétendu mobile de harcèlement. Jean-Marie reçoit un appel de la voix rauque à son domicile. C'est un des appels les plus connus de l'affaire, enregistré par Jean-Marie et disponible sur les réseaux. Information numéro 19. Dans cet appel, le corbeau confirme que c'est bien lui qui appelle les Villemain depuis 80. Voici pourquoi je vous ai fait chier pendant 2 ans. Il semble ensuite donner l'explication du harcèlement. C'est pour que Jackie soit mieux estimé, mais c'est encore lui qui est mis de côté. Avec le recul et avec ce qui se passera après, l'explication semble pour le moins tirée par les cheveux. Le corbeau serait, depuis le début, une espèce de vengeur masqué, redresseur de tort du pauvre Jackie qui serait mis de côté par sa propre famille.
Information numéro 20. L'information qui ressort dans la même phrase est qu'à nouveau le corbeau connaît un secret de famille. Mais bien sûr, c'est lui le bâtard. Il semblerait que c'est le premier appel anonyme qui fait référence au bâtard. Jean-Marie va interpréter cette explication comme une confirmation de ses soupçons sur Jackie et les Jaquel. Information numéro 21. Le corbeau prétend même connaître des secrets de famille que Jean-Marie lui-même ne connaissait pas, en surenchérissant. Mais il y a un autre des bâtards, et je suis peut-être le seul à savoir qui c'est. Information numéro 22. Il ajoute: C'est du même Thiébaut. le vrai père de Jackie serait donc un certain Thiébaut. Information numéro 23. Le corbeau, qui semble vouloir continuer à impressionner Jean-Marie, continue. Et tu ne pourras pas en parler à ta mère, parce que tu n'as pas de preuves, et il y a qu'elle qui enregistre. Alors, si tu lui en parles, elle va croire que tu lui racontes des conneries. Et tu seras mis de côté aussi. Le corbeau sait donc qu'Albert et Monique enregistrent les appels, même s'il semble ignorer ou feint d'ignorer que Jean-Marie est en train de l'enregistrer. Le jour même, Jean-Marie passe prendre Christine à la MCV et part en direction de Moselle pour faire écouter l'enregistrement à ses parents. Sa mère, ébranlée par les paroles du corbeau, confirme son aventure avec Thiébaut et que celui-ci est le père de Jackie, mais jure qu'elle ne sait pas qui appelle. Par ailleurs, il est assez probable que Jean-Marie ait mené sa petite enquête auprès des Thiébaut travaillant au Tokusan, qui semblent tous avoir été entendus par la gendarmerie. Le 3 mars 83, entre midi et midi 40 à nouveau, le couple de Corbeau reprend les canulars. La femme Corbeau appelle au domicile de M. Voirin, pompier à Aumonzey, pour faire savoir que M. Albert Villemain s'est pendu. 2 sapeurs-pompiers sont dépêchés chez Albert, évidemment pour rien, à nouveau. Probablement quelques jours après cet appel, Marguerite Hollard, épouse de Gaston Hollard et frère de la mère d'Albert, reçoit un appel d'une femme qu'elle croit être Jacqueline, lui faisant part du décès d'Albert. Ils se rendent donc le jour même au domicile de Monique et Albert, avec une plaque mortuaire, et tombent nez à nez avec Albert. Le 4 mars, le corbeau dépose une première lettre anonyme en lettres bâton sous les volets de leur pavillon de l'Épange. Il est écrit « Je vous ferai votre peau à la famille Villemain ». Villemain écrit AIN. Le même jour, vers midi, Christine et Jean-Marie sont dérangés par 2 appels silencieux qu'il rapportera au chef de la gendarmerie de Corcieux. Celui-ci indiquera que ce même jour, son frère Jackie avait reçu également un appel. Début avril 83, Monique et Albert reçoivent la visite des gendarmes à Aumonzey concernant l'affaire de harcèlement. Quelques jours plus tard, Monique enregistre un nouvel appel du corbeau. Dans cette conversation, Monique lance le corbeau sur le sujet de la dernière lettre anonyme. Le corbeau revendique aussitôt le dépôt de la lettre au pavillon de Christine et Jean-Marie. Il se targue même de l'avoir déposée alors que le couple était dans sa maison. Il avait une nouvelle fois fait référence au thème du bâtard sans épargner Albert. Il dit « Il y a un con qui l'a ramassé. » Il revient aussi sur le thème de la pendaison du père d'Albert. Il dit « Il n'est pas encore raccroché. Moi j'irais bien couper la corde. Il fera comme son père. » Information numéro 24. Pour la première fois, il fait référence aux gendarmes qui auraient été contactés par Albert et Monique. Information numéro 25. Il parle de la table d'écoute que les gendarmes projettent effectivement de mettre en place. Information numéro 26. Il précise qu'il s'arrêtera d'appeler une fois que les écoutes seront mises en place, en laissant croire qu'il a la capacité d'avoir accès à cette information de mise en place des tables d'écoute. Le 24 avril 83, le corbeau appelle Jean-Marie au travail. Cet appel, retranscrit par Jean-Marie avec l'aide de sa mère, est l'appel le plus riche de l'affaire du corbeautage. Le corbeau, comme pressé par le temps ou voulant en finir avec le harcèlement, semble décharger toutes ses munitions et faire passer tous ses messages. Eh ben, ça va, les gendarmes sont pas prêts de guetter mon coin. Je vais pouvoir continuer. Pour la table d'écoute chez Verdu, vous vous trompez bien. Ce n'est pas Verdu qui vous veut du mal. Et Marcel Jacob est à éliminer.
Information numéro 27. Le corbeau indique que Marcel Jacob est à éliminer de la liste des suspects. Le corbeau démontre à nouveau ses capacités de connaître des informations échangées dans un cercle restreint de la famille Villemain, l'enquête de gendarmerie, l'utilisation de tables d'écoute et les soupçons sur les Verdus ou maintenant sur Marcel Jacob. Jean-Marie Villemain. Ta gonzesse est à l'écouteur ? Pour savoir comment ta femme travaille, j'ai téléphoné à son usine en me faisant passer pour l'inspecteur du travail. C'est comme ça que je connais ses horaires. Je suis même allé au magasin de l'usine car je me suis dit, tiens, la femme du chef a peut-être été pistonnée. C'est peut-être elle qui tient le magasin. Je me suis rendu compte que ce n'était pas elle qui tenait le magasin, mais je me suis alors dit que la gonzesse qui tenait le magasin ne valait pas mieux qu'elle. Elle aussi, une putain toute maquillée. Information numéro 28. Le corbeau prétend connaître les horaires de Christine et ici dévoile un de ses trucs pour obtenir des informations sur les Villemain, en se faisant passer pour un inspecteur du travail. On en déduit qu'il sait comment savoir que Christine est seule à la maison quand il souhaite la harceler. Jean-Marie Villemain. Arrête de te faire passer pour Roger Jaquel, viens t'expliquer entre quatre yeux. Entre quatre yeux, ça m'étonnerait entre quatre yeux. Il y en avait du monde ce jour-là, le jour des pneus. Le corbeau revendique ici à nouveau qu'il était monté le 14 décembre au soir pour terroriser Christine et crever un pneu de voiture. Jean-Marie Villemain. Maintenant que t'as résolu le problème, ta fille va être bien vue. Arrêtons-nous quelques instants sur cette phrase de Jean-Marie. Il fait ici allusion à Liliane, la fille de Roger Jaquel. Retenez bien l'expression « ta fille va être bien vue ». Je reviendrai sur la technique du corbeau plus tard, mais je soupçonne qu'une partie de la technique du corbeau consiste à réutiliser les mots et les expressions de ses victimes. Elle a déjà mangé la fondue chez moi. Liliane, quand elle vient me voir, elle me dit « Ouais, mes beaux-parents vont croire que c'est moi. Je ne reçois pas d'appel anonyme. Les parents vont finir par me découvrir. » Alors, l'idée m'est venue de lui téléphoner, comme je savais qu'elle enregistrait, et de tout lui mettre sur le dos. Comme ça, elle peut se laver les mains. De toute façon, une fois on a voulu m'accuser, mais ça n'a pas pris. Toi, avec tes coups de téléphone, tu changes ta voix, je t'ai reconnu. Et moi, avec ça, tu me fais un alibi. Tiens, tes parents, l'autre fois, je les ai vus à Granges. Ils m'ont dit bonjour, et j'ai pensé, sacrée bande de cons. J'étais au café, chez Lénard. Information numéro 29. Le corbeau fait référence à Liliane et probablement à la soirée fondue chez Jean-Marie en juin 82, sur laquelle nous reviendrons. Information numéro 30. Ensuite, de manière étonnante, il accuse Jean-Marie de faire des appels dans lesquels il change de voix. Il semble tout bonnement accuser Jean-Marie d'être le corbeau. Information numéro 31. Le corbeau dit qu'il a vu les parents de Jean-Marie à Granges, et effectivement, ils étaient à Granges le samedi précédent cet appel, et ils étaient bien passés devant chez Lénard. T'es plein de pognon. Jean-Marie Villemain. Jackie gagne autant que moi. Tu te fous de ma gueule? Jackie gagne dans les 7000 francs, et toi tu gagnes bien 1 million par mois. Alors là, j'en suis loin. Pas tant que ça, tu touches le plus de la famille, t'es quand même un chef. Chef, tu sais ce que c'est un chef? C'est un surveillant. Oui, mais tu es quand même dans l'équipe Aglaé. Tu te fais toujours péter le cul? Oh ouais, arrête un peu. Je ne me suis pas toujours laissé faire dans le boulot. Je sais bien, mais maintenant tu te fais péter le cul. N'importe quoi. Information numéro 32. Le corbeau revient sur le thème du travail, semble-t-il pour montrer qu'il connaît bien l'organisation d'Autocoussin, ce qui pourrait donner crédit à la thèse Roger Jaquel, par exemple. Je ne peux pas blairer les chefs. Quand tes parents montent chez Jackie, ta mère leur dit « Ouais, Jean-Marie, il est borné. Il est borné à dire que c'est vous qui téléphonez. » Ah bon? On ne voit que toi. J'en avais ras-le-bol d'entendre Jackie et Liliane se plaindre. C'est pour ça que je me suis décidé à vous en faire voir. J'arrête de téléphoner. Pas comme la dernière fois. Parole d'homme. Information numéro 33. Le corbeau tente ici de montrer une proximité avec Liliane et Jackie. Il utilise là encore un argument qui a peu de chances d'être connu en dehors du cercle Jackie, Liliane et Monique. Jean-Marie Villemain.
Mais t'as qu'à venir, on va s'expliquer entre quatre yeux. Oh, ben, ça serait trop beau. Tu saurais qui je suis, et puis t'es bien trop balèze. Ah, oui, pour les pneus de Liliane, ça ne peut être que toi. Car l'autre tout fou qui est à côté de chez ton père, il a autant la trouille que lui. Dans ce dialogue, le corbeau qualifie Jean-Marie de balèze. Ce terme sera curieusement repris sous forme de blague par Bernard Noël lors du repas choucroute de mai 83. Tu ne peux pas la blairer, la Liliane. Même si je ne pouvais pas la blairer, la Liliane, comme tu dis, je n'aurais pas été crever les pneus de Jackie, car c'est lui qui travaille dans son ménage. Information numéro 34. Ici, le corbeau, par élimination, déduit que Jean-Marie est l'auteur de la crevaison des pneus de la voiture de Liliane. Jean-Marie nie. Mais encore une fois, comment l'homme à la voix rauque est-il au courant de la crevaison des pneus de Liliane, si, comme il le dit, ce n'est pas lui l'auteur? Oui, mais ta femme, elle est couturière, alors que la femme à Jackie, elle est journaliste. Je t'ai vu samedi, près de l'église de Grange, face à la boucherie Moureux, avec ta femme et ta R20 toute neuve. Vous aviez de lunettes de soleil, et je t'ai reconnu l'autre fois au téléphone à 2 heures du matin. Mais si tu dis ça, c'est que t'es Roger Jacquel. Le corbeau fait référence à la présence de Jean-Marie, Christine, à Grange, le samedi précédent, et parle d'un appel qu'il aurait reçu à 2 heures du matin. Information numéro 35. À nouveau, le corbeau accuse Jean-Marie d'être à l'origine d'appels anonymes, et Jean-Marie semble même reconnaître un appel à Roger Jacquel. Mais t'es comme ta mère, tu peux pas m'avoir au téléphone que c'est Roger Jacquel. Et puis la table d'écoute chez tes parents, je m'en fous. Je peux téléphoner d'une cabine. Ton père, je l'ai vu l'autre fois, le jour des pneus. Je l'ai vu faire le tour de la maison avec le fusil. J'ai tout juste eu le temps de quitter les lieux pour partir le long des parcs derrière le lampadaire et longer le chemin pour rejoindre ma voiture. De toute façon, ta femme, je l'aurai. Heureusement qu'elle n'a pas marché dans le coup de ton faux accident. Oh! On l'attendait à la sortie de Dossel. Mais qu'est-ce que tu lui aurais fait? On l'aura violée. Tu m'as l'air bien poussif pour la violer. Je me contenterai de la tenir. Le jeune fera le boulot. Je m'en fous, j'ai de l'argent, je suis jeune, j'aurai une autre minette. Et si tu veux aller après elle, attends-moi qu'elle le veuille, que tu ne lui fasses pas mal, que tu n'y ailles pas comme un lapin. Espèce de salaud, je le dirai à ta femme, cela ne lui fera pas plaisir. De toute façon, je te mettrai une balle entre les épaules, et si je te loupe, je viendrai t'apporter des oranges à l'hôpital. Et puis non, je m'en prendrai plutôt à ton mioche, ça te fera plus mal. Ne le laisse pas traîner, je le surveille avec des jumelles. Si je le trouve dehors, je l'embarque, et tu le retrouveras scoffier, en bas, et tu n'iras pas voir qui c'est. Espèce de fumier, n'essaye pas de toucher au gamin, ou tu es un homme mort. Ce dialogue entre Jean-Marie et le corbeau est le point culminant du corbeautage. Jean-Marie, ironique et moqueur, parvient à prendre le dessus dans la conversation, en mettant en doute ses capacités de nuire et en le mettant en quelque sorte au défi de mettre ses menaces à exécution. Le résultat est malheureusement inattendu pour Jean-Marie. Au lieu de se démonter, le corbeau surenchérit et menace d'enlever le petit Grégory, le fils de Jean-Marie. J'y vais comme je veux chez toi. Ah oui? C'est pas mal chez toi. Tu as de la tapisserie à carreaux dans ta cuisine. Dans la grande pièce, tu as du carrelage couleur pain. Et tu as une belle salle à manger en chêne, mon salaud. Eh oui. Dis donc, le chef, tu as du goût. Elle coûte combien? 4 à 5 millions ta salle à manger? Je vais monter, demain, quand tu rentreras. Tes beaux petits arbres qui sont devant la maison, je les aurai arrachés. Et j'aurai marqué sur ton crépi Giscard, tout autour de la maison. Tu ne peux pas prévenir ta femme. Tu ne peux pas téléphoner à l'extérieur. Seulement en dehors des heures du bureau. Ce n'est pas grave. J'avais l'intention de changer de crépi en couleur saumon. Information numéro 36. Le corbeau souhaite inquiéter Jean-Marie en montrant sa connaissance des lieux, même de l'intérieur de la maison. Et puis, quand Liliane descend chez les parents à Aumonzay, elle me dit « Oh, quand Jean-Marie est là avec sa femme, je n'ose pas rentrer. Elle est toujours bien habillée. Je suis gêné. » Arrête, elle est toujours en jean. Oh oui, en jean. Mais alors quel cul. Et Liliane me dit aussi « Quand je me plains à ma belle-mère, il faut toujours qu'elle me dise « Oh, la femme de Jean-Marie a des problèmes de veine, et puis la femme à Gilbert a des problèmes de sang. » Ma parole, mais t'es Roger Jacquel.
C'est à toi de chercher. Information numéro 37. Le corbeau, semblant avoir oublié quelques informations, revient sur le thème de Liliane en partageant des confidences qu'elle lui aurait faites, démontrant ainsi sa proximité de Liliane, et en renforçant ainsi à nouveau la suspicion sur Roger Jacquel. Jean-Marie Villemain. Je vais te citer 4 noms, et je te demande d'être franc, pour me dire si tu fais partie d'un des 4. D'accord. Roger Jacquel, Pascal Verdu, Serge Noël ou Marcel Jacob. Je fais partie d'un des 4. De toute façon, pour l'histoire des rétroviseurs, il n'y avait pas que moi qui étais au courant. Tu sais ça par Liliane? Tu sais, il faut pas trop les écouter non plus. Les rétroviseurs, il n'y avait pas que moi qui étais au courant. Information numéro 38. Le corbeau rappelle qu'il est au courant pour la pose des rétroviseurs en janvier 82. Mais ici, il semble insinuer en plus qu'il sait que la pose des rétroviseurs a éveillé les soupçons des Villemain envers Liliane, son père et Jackie. Jean-Marie Villemain. Et mon frère Gilbert, qu'est-ce que tu en penses? Car je ne suis pas tout seul dans la famille. Oh, et ben lui, je voulais lui crever les pneus. Mais comme il a une vieille bagnole, elle est souvent en panne. Et il n'a pas une belle baraque, lui. Information numéro 39. Le corbeau est au courant du mauvais état de la voiture de Gilbert. Jean-Marie Villemain. Et mon frère Michel? Il n'y a pas que moi qui ai une belle baraque. Il y a Michel qui habite à côté de chez les parents. Oui, mais si j'approche de la baraque, il y a le cabot qui gueule. Et le père à côté, est encore bien en train de guetter. Non, ça m'étonnerait, ils sont à discorde. Oh non, plus maintenant. Information numéro 40. Le corbeau montre qu'il est plus au courant que Jean-Marie de la relation entre Michel et son père. Ton père, il n'a pas l'âge adulte. Pauvre con, il met encore des chaussettes quand il va se coucher. Tu vois, le chef, que tu fais rien. Cela fait 40 minutes que tu es au téléphone. Je ne téléphonerai plus, parole d'homme. Mais ce n'est pas comme la dernière fois. Cette fois, je ferai des vacheries. Information numéro 41. Le corbeau termine avec une dernière munition sur la vie privée d'Albert, en évoquant l'habitude d'Albert de mettre des chaussettes pour aller dormir. Puis il indique que cet appel était le dernier et menace de passer désormais aux actes. Le lendemain de cet appel, Jean-Marie se rend chez Jackie et Liliane pour leur dire qu'il soupçonne Roger Jacquel. Liliane lui rétorque que c'est impossible et propose une autre piste en lâchant le nom d'André Jacob, le parrain de Jean-Marie. D'abord peu convaincu, Jean-Marie accepte finalement de considérer cette possibilité. Poussé par sa mère Monique, qui était justement allée voir une cartomancienne à la même époque, qui lui avait dit que le corbeau portait un uniforme et était représentant, ce qui correspondait au profil d'André Jacob. Jean-Marie avait engagé un enquêteur privé qui présenta les photos de Roger Jacquel et André Jacob à Madame Méline, la voisine de Jean-Marie, pour identifier un rôdeur vêtu d'un uniforme que celle-ci avait vu quelques mois plus tôt rôder autour de la maison. Celle-ci ne fut pas en mesure de reconnaître formellement cette personne, mais indiqua une ressemblance avec Roger Jacquel. Difficile donc de conclure quoi que ce soit. Jean-Marie et Liliane décidèrent alors de mettre en œuvre le stratagème qu'ils avaient imaginé lors de la soirée fondue contre André Jacob. Ils décident de faire courir un bruit directement vers André Jacob pour voir si le corbeau en ferait état par la suite. Le 27 avril 1983, Albert et Monique reçoivent une lettre anonyme du corbeau. « Si vous voulez que je m'arrête, je vous propose une solution. Vous ne devez plus fréquenter le chef. Vous devez le considérer lui aussi comme un bâtard, le mettre entièrement de côté. Par vous et ses frères et sœurs. Si vous ne le faites pas, j'exécuterai mes menaces que j'ai faites au chef pour lui et sa petite famille. Jackie et sa petite famille a été assez mise de côté. Autour du chef d'être considéré comme un bâtard. Il se consolera avec son argent. À vous de choisir, la vie ou la mort. » Dans cette lettre anonyme, le corbeau semble vouloir justifier son action pendant les 2 dernières années et cible clairement Jean-Marie, qu'il veut bannir de sa famille. Au printemps 83, l'homme à la voix rauque appelle à nouveau Liliane. Dans cet appel qu'il s'est sans doute enregistré, il semble vouloir mouiller Liliane dans le corbotage. « J'ai fait ce que tu as voulu, alors il ne faudrait pas que tu laisses tomber, parce que sinon je te dénonce à tes beaux-parents. » Liliane. « Dénoncer quoi ? Maintenant que ça va trop loin, tu veux te débiner, mais je saurais te faire chanter, t'as compris ? Me faire chanter ? À quel sujet ? Pour tes beaux-parents.
Tu sais très bien, tu veux que ton beau-père se suicide. Salaud. Oui, oui, et tu veux le mettre sur le dos de ton père. Salaud, va. Mois de mai 1983. Jean-Marie et Christine passent en liste rouge. Le 10 mai 83, Albert reçoit un appel à son travail. La femme Corbeau se fait passer pour la fille d'Albert et demande à parler à son père. L'homme à la voix rauque prend alors la parole et dit « Tu te pendras ou tu te pendras pas, tu seras obligé de te pendre. » Cet appel est le dernier appel coordonné de la femme Corbeau et de l'homme à la voix rauque. Ce mois de mai 83 constitue l'acmé du conflit familial des Villemain et la rupture du couple Jackie-Liliane avec le reste de la famille. La soirée choucroute du 14 mai 83 est organisée par Jackie et Liliane pour essayer de recoller les morceaux avec le reste de la famille, qui les pointe clairement du doigt à ce moment-là. Les invités sont Albert et Monique, Jean-Marie et Christine, Jacqueline et Bernard Noël, Gilbert et Marie-Christine. La soirée démarre plutôt bien. Jackie est de bonne humeur, il est content de recevoir toute sa famille et de trinquer avec eux. Bernard Noël s'amuse à utiliser le nouveau surnom de Jean-Marie, le balèze, surnom dont l'homme à la voix rauque l'avait affublé. Mais le repas va tourner au fiasco lorsqu'Albert va commencer à lancer des remarques acerbes vers Jackie et Liliane. À Liliane, il dit « C'est vrai que je vais me pendre ?» Malgré tout, à la fin de la soirée, Liliane et Jean-Marie en pleurent tous les deux, parlent de continuer à collaborer pour confondre le corbeau. La rupture va venir 3 jours plus tard, à cause des corbeaux, qui vont torpiller définitivement les tentatives de rabibochage de la famille, par la fameuse lettre anonyme d'adieu. Je vois que rien n'a changé chez vous. Il y en a toujours que pour les mêmes, et le chef vient toujours. Vous pouvez montrer cette lettre et l'autre à Jackie, car j'arrête. Il est toujours mis de côté. Cela ne sert à rien que je le défende. Il n'y a que votre salope de fille et son vieux qui ont le droit de salir vos assiettes le dimanche. Il n'y en a que pour le gendre. Il compte plus que vos fils. Surtout pour toi la vieille, c'est ton nonoche. Et il se permet tout en Monzet. Et le petit con de Grange. Il n'est pas une journée sans descendre chez vous. Et il faut toujours qu'il mette son grain de sel partout. Quand il devrait fermer sa grande gueule. Mais pas d'effet. Et sa connasse de gonzesse, elle fait toujours la grande malade avec sa sale gueule de cochon. Le cinéma autour du chef, du balèze. Il peut arrêter de chier dans son slip. Je ne veux pas lui faire du bobo au balèze de maman, ni à sa pamèche de gonzesse, ni à son mioche. Jackie ne serait pas mieux estimé pour ça. Et il sera toujours considéré comme un bâtard, le pauvre mec. Et toi, le vieux, tu en as pris un coup de vieux. Tu m'as l'air bien malade. Eh oui, le vieux, j'arrête. Et tu ne sauras jamais qui t'a fait chier pendant 2 ans. Je me suis vengé, car je vois que tu rumines. Tu ne te pendras peut-être pas, mais je m'en fous, car ma vengeance est faite. Je te hais au point d'aller cracher sur ta tombe le jour où tu crèveras. Jackie n'est peut-être pas le plus estimé, mais je m'en fous, je me suis vengé. Ceci est ma dernière lettre, et vous n'aurez plus aucune nouvelle de moi. Vous vous demanderez qui j'étais, mais vous ne le trouverez jamais. Que le tout fou d'à côté arrête de frimer, car il prend un coup de poing dans la gueule et il se sauve. Adieu, mes chers cons. Dans cette lettre, les corbeaux, de manière insidieuse, donnent l'impression qu'ils sont présents à la table des Villemain. Information 42. D'abord, ils semblent être au courant de l'organisation de cet événement familial avec Jean-Marie. Information 43. Ils semblent également savoir que Jackie et Liliane n'avaient pas lu la lettre anonyme précédente. Ils savaient ou se doutaient donc que Jackie et Liliane et les Villemain n'échangeaient plus d'informations. Information numéro 44. Ils utilisent le surnom Nonoche de Bernard Noël, et ce surnom est uniquement donné par Monique. Information 45. Ils utilisent le surnom du balèze pour Jean-Marie. Information 46. Comme pour partager un dernier biscuit, au fond de leur besace, les corbeaux font référence à la bagarre de Michel et Jackie en novembre 81. Information 47. Fin mai 83, les gendarmes de Corcieux reçoivent une lettre anonyme dans laquelle André Jacob, le suspect de Liliane, est accusé d'être le cerveau de l'affaire. Le corbeau montre ainsi qu'il est au courant de la théorie de Liliane. À la suite de la réception de cette lettre, les gendarmes vont soupçonner Liliane d'être l'auteur de la lettre et vont la convoquer à la gendarmerie. À cette période, le corbotage de la famille Villemain s'arrête, comme l'avait promis le corbeau. Cependant, on répertorie d'autres appels.
En août 83, suite au crime d'une personne âgée de l'Aveline du Houx, dans laquelle le jeune Christophe Jacques est impliqué, l'homme à la voix rauque appelle son père Gilbert Jacques et le traite d'assassin. Liliane, elle aussi, continue à recevoir des appels, dont le dernier connu date du 8 mars 84. Ouais, et puis quand les filles viendront chez toi, c'est toi qui seras arrêtée, la première, parce que jusqu'à maintenant, mon coup, je l'avais bien manigancé. Tout est sur ton père et sur toi. Donc, ils savent bien qu'il y aura toujours une vengeance, donc ils vont croire que c'est vous. Elle avance, ta baraque. Tu vas bientôt déménager. Liliane, qu'est-ce que ça peut te foutre, hein? Qu'est-ce que ça peut te foutre, Jean-Marie? Y a pas que Jean-Marie qui compte. Jackie, t'as demandé son avis à lui? Il n'a pas envie de revoir ses parents, peut-être? Jackie, il s'en fout, hein. Jackie, ce qu'il fait, tu sais, eh ben il cherche son vrai père. Mais il aura du mal à le trouver. Elle en a eu tellement sur le dos, la bourrique. Elle en a un deuxième, et ça se voit parce que son père, il n'est pas si aimé que ça. Et dans Monzet, donc le deuxième bâtard, ça peut être Michel, ou Jacqueline, Gilbert, ou Jean-Marie. Il est dans Monzet, leur père. Elle vous a raconté des conneries. Il n'y a jamais eu plus de Thibaut que de beurre au cul. Qu'elle demande la vérité à sa mère, parce qu'elle aussi elle ment. Elle dit que c'est Thibaut, même à son vrai mari, mais elle ne veut pas dire qui c'est le mec d'Aumozet, vu qu'elle s'est encore envoyée encore souvent en l'air avec lui, et qu'elle a eu un deuxième jeune avec. Pourquoi que sa mère a toujours eu peur de la vérité? Parce que je l'ai coincée une fois quand elle allait aux courses, et je lui dis que je remettrais tout à l'air. Liliane, oui, mais pourquoi tu t'en prends à tous les gosses? Tu ne devrais pas. Cette dernière phrase de Liliane est intéressante. Elle montre qu'une autre conversation inconnue a eu lieu au sujet de s'en prendre aux enfants, car cette partie n'apparaît dans aucun enregistrement connu. Plus globalement, dans cette conversation, on s'aperçoit que le corbeau est également bien renseigné sur la vie de Liliane. Information 48. Il savait que Liliane et Jackie étaient en train de construire. L'appel a même lieu le jour de la signature. Information 49. Le corbeau se targue ensuite de savoir que Thibaut n'est pas le vrai père de Jackie. Information 50. Enfin, il referme la boîte à secret en déclarant connaître le vrai père de Jackie, qui serait un habitant de Monzet. Il égratigne à nouveau Monique en disant que celle-ci ment à tout le monde depuis toujours, y compris à son mari, et menace de mettre la vérité sur la paternité de Jackie à jour. Est-ce qu'avec cette dernière révélation, le corbeau ne nous lancerait pas sur la piste du mobile du corbotage? Le corbeau serait l'amant secret de Monique et prendrait la défense de l'un de ses fils naturels en lançant des appels anonymes. C'est en tout cas ce que va déduire Liliane dans l'appel. Elle dit « Ça ne serait pas toi le père de Jackie ?» Nous avons revu ensemble les 50 informations que j'ai prises comme référence. Je m'excuse pour le côté un peu indigeste de cette vidéo, avec une quantité d'informations sur laquelle je vous ai probablement noyé. Encore une fois, cette vidéo va servir de base à ma démonstration. Et il me semblait nécessaire de prendre le temps de lister ces 50 éléments de référence que j'ai sélectionnés. Si on se penche sur les 50 secrets mentionnés dans cette chronologie, on constate une brusque accélération dans leur divulgation. La plupart des secrets sont révélés après la période de janvier-février 83, 35 sur 50, soit 20 mois après le début du corbotage. Leur nature change également. Les secrets ressortent de cercles encore plus restreints, d'histoires de famille encore plus anciennes et plus secrètes. Il semblerait que les corbeaux soit souhaitaient en finir et dévoiler plus leurs motifs, soit qu'ils avaient eu accès à une ou des sources d'informations non accessibles auparavant. L'activité du corbeau semble se mettre en sommeil pendant quelques mois et rebondir le 16 octobre 84. Grégory est enlevé peu après 17h et retrouvé assassiné dans la Vologne aux environs de 21h. Le crime est revendiqué 2 fois. Une fois vers 17h25 par appel téléphonique à Michel Villemain, et une fois à travers une lettre tamponnée à la poste de l'Épange à la date du 16 octobre et avec un eurodatage à 17h15. La lettre semble avoir été écrite à la va-vite et elle justifie le crime par une vengeance dont on ne connaît pas l'origine et sur des motifs reliés à l'argent et à la position de chef de Jean-Marie. Le chef, ce n'est pas ton argent qui te rendra ton fils.
Les semaines, les mois, voire les années suivantes, la famille et les gendarmes recevront de nombreux appels et courriers anonymes, dont un courrier reçu par exemple par Cornélie, dénonçant un ancien légionnaire, ou un autre signé du Corbeau de l'Épange, se moquant de la thèse des gendarmes à qui s'obstinait déjà Bernard Laroche, qui aurait emmené un témoin avec lui, Muriel Boll. Ou encore un autre appel indiquant que la noyade du petit Grégory se serait en fait passée dans une baignoire. Ces appels sont beaucoup des copycats ou d'autres canulars, mais certains peuvent contenir des tentatives des corbeaux pour brouiller les pistes. L'affaire avait eu un retentissement national et de nombreuses personnes ont voulu y participer à leur façon. Certains des copycats ont déjà d'ailleurs été confondus. Difficile de savoir de manière absolument certaine que le corbeau s'est à nouveau exprimé d'une manière ou d'une autre après le 16 octobre.